Allez, c'est parti. Salut. Du coup, merci d'être là. Merci de m'inviter. Tu es connu par rapport à Richard. Richard Calixte. Ouais, un caïd du taekwondo. Du taekwondo, du karaté Kyokushinkai, du JJB, du Hapkido. C'est un très bon ami. On s'est connus il y a une vingtaine d'années. On faisait du taekwondo ensemble. Alors, pas au même niveau. Moi, j'étais vraiment un troisième couteau, tu vois, en taekwondo. Et lui, il est à l'INSEP. Moi, j'ai fait qu'un passage en invité, mais lui est à l'INSEP. Il est devenu entraîneur national. Il a été champion de France en National 1, élite. Donc, il a toujours eu c'est la Pro League, on va dire. Voilà. Donc, il y a lui qui, d'ailleurs, on fait un petit big up direct, qui ouvre son école de taekwondo à Saint-Maurice. Je crois que l'Insta, c'est ECF_taekwondo. Et avec sa compagne Laura Chiu, qui est une super taekwondoïste aussi, ceinture noire également, etc. Ils ouvrent une école de taekwondo sur Saint-Maurice. Donc c'est vraiment ce que tu peux avoir de mieux en termes d'enseignement. Ouais, c'est une machine. De toute façon, c'est une machine. Richard est une machine. Début JJB, première année champion de France novice. Ouais. Bah, il a fait le coup déjà. Je crois que c'est en karaté Kyokushinkai. Ah ouais. Alors il me semble. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'ils ne se vendent pas beaucoup, mais il y a deux trucs que j'apprécie chez lui, c'est qu'ils ne se vendent pas, alors que, tu vois, par exemple, en Kyokushin, je sais qu'il ne pouvait pas combattre en taekwondo parce qu'il était entraîneur national, donc à côté, il faisait du Kyokushin, et je crois qu'il vivait à La Réunion, il me semble. Je ne sais pas si c'était aux Antilles ou La Réunion. Toujours est-il, il a fait vice-champion du truc en un an de karaté Kyokushin, tout ça. Et je crois qu'il avait aussi été champion du monde par équipe en full contact. Voilà. Puis il y a un truc que j'aime bien, c'est que lui, c'est un gars qui est quand même extrêmement patient avec les débutants. Ouais. C'est pas du tout un mec qui allume les débutants ou les mecs moins forts. Il est fort avec les forts et doux avec les faibles. Et ça, c'est. Les bons en arts martiaux sont comme ça, mais c'est pas systématique. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie. Puis il y a sa compagne aussi, qui est une excellente taekwondoïste avec qui je me suis entraîné des années. Et que j'ai rencontré au Kaijin Club, qui était le club de Goma Kamba, avec Banga, ces deux jumeaux congolais qui ont un club de taekwondo qui s'appelle le Paris Team Taekwondo. Et alors moi, j'en fais plus, mais j'en ai fait 14 ans, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Tu dois avoir la patte folle un peu. Tu dois la lever facile. Avec l'âge, moins. Mais tu te rends compte que tu as des restes. Après, sur le parcours sportif, je te dirais que j'en ai fait trop ou pas assez, je pense. Ouais. À un moment, j'avais vraiment que ça. Je suis sorti du dessin quasiment complètement pour faire que des arts martiaux. Mais je pense que j'ai pas combattu à mon niveau parce que je manquais de confiance en moi, parce que pour plein de raisons un peu longues à expliquer, quoi, tu vois. Mais de toute façon, j'ai toujours fait de près ou de loin des arts martiaux. J'ai fait de la boxe française 2-3 ans quand j'étais ado. J'avais commencé par le judo. J'ai fait un tout petit peu de karaté. Et j'ai repris avant le taekwondo le karaté avec Jacques Tapol, qui est un excellent karatéka, un excellent enseignant. Mais je te parle de un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'était il y a 25 ans. Quoi. Et du coup, tu as commencé d'abord les sports de contact ou le dessin ? En fait, c'est assez marrant parce que moi, j'ai jamais été un. Déjà, je me suis jamais considéré vraiment comme un bon en arts martiaux. Et je me suis jamais considéré vraiment comme un bon en dessin, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé qu'il y avait des gens qui étaient dans la poule au-dessus. Après, moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi avec Bruce Lee, avec Belmondo. Donc, il est sûr que la bagarre, et puis la bagarre pour taper les méchants, j'aimais bien faire du roller, j'aimais bien sortir. J'ai une histoire familiale un peu compliquée, donc j'ai vécu seul assez jeune. Mes parents qui vraiment ont été des super parents, j'ai rien à dire, mais bon voilà quoi, gosse du divorce, etc. Paris, grandir à Paris quand t'as dès 11-12 ans, t'es beaucoup dehors, tu fais du roller, donc t'es actif. Et puis c'était l'époque du hip-hop, c'est l'époque que vous connaissez pas, il y a une autre violence, mais à l'époque c'était ce qu'on appelait les années dépouilles. Donc il y avait beaucoup de. C'était des mecs, ils arrivaient, ils te faisaient salut, sympa ta casquette. Sympa, ouais. Tu vois, on te tirait ta casquette, ton blouson, ton truc. Donc il fallait quand même un peu se défendre. Alors c'était moins violent qu'aujourd'hui dans le sens où il y avait quasiment pas de couteau, pas de poing américain. Il y en avait peut-être un peu, il y en avait peut-être chez des mecs plus âgés, des skins ou quoi. C'était l'époque des bandes.
Mais nous, à notre niveau, et puis on n'était pas des voyous, on était Des bagarreurs, peut-être un peu plus ou... ouais, peut-être des petits bagarreurs, mais moi du 7e et du 16e arrondissement, tu vois. Donc Un gentil tout- bagarre. voilà, toute proportion gagne. Je suis comme un gosse de bonne famille et tout, tu vois, bien élevé, tout ça. Mais ouais, et puis bon, c'était les années Vandame, etc. Moi, j'ai commencé par. Je me suis beaucoup battu dans la rue ou dans les boîtes parce que j'avais le sang chaud et que bêtement, je mettais de l'orgueil là où c'était ridicule d'en avoir. J'ai cassé un peu des gueules, mais je me suis beaucoup fait casser la gueule aussi. C'est-à-dire que, tu sais, on donne toujours le truc de ah ouais, je suis un chaud. Non, je me suis quand même bien fait allumer des fois parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment plus dangereux. Je me rappelle notamment, pour le coup, en compétition, j'avais fait de la boxe française dans le 7e arrondissement, en face du Racing. Il y a un club qui s'appelle Masseran, je ne sais pas si ça existe encore. Je crois que c'est rue du Général Bertrand, qui était un super club avec 2 super profs. Et là-bas, j'en ai fait 3 ans où on faisait de l'anglaise et de la boxe française. Et on avait fait des interclubs et des championnats. Et j'étais tombé je crois que c'était le championnat d'Île-de-France contre un mec de Clichy. Et le mec, il m'avait allumé en fait. C'est-à-dire qu'il avait une brutalité qui était largement supérieure à la mienne. Donc si tu veux, dans les arts martiaux, j'ai toujours su un peu où était ma place. Peut-être un peu trop, parce que je pense que à force de pratiquer, tu développes quand même des capacités, tu vois. Mais voilà, et puis j'ai raté le taekwondo parce que les nouvelles règles me saoulaient, parce que c'était plus à la touche, parce que je vieillissais, parce que j'aimais pas l'ambiance, pour un milliard de raisons. Et ensuite, je me suis remis à la boxe anglaise, mais franchement, c'était trop dur. J'avais 40 ans passés. L'anglaise, c'est dur. Ouais. L'anglaise, c'est dur. Et en fait, je me suis. Ça te fait toucher un peu le cerveau aussi. Ouais, alors j'en ai pas fait assez pour que je. Enfin, je pense pas que ce soit ça qui fait que je sois comme ça. Mais non, je pense. L'anglaise, c'est. Même. Déjà, tu es obligé de ramasser, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir un super niveau, même un gars qui est nul et qui fait n'importe quoi, à un moment, tu vas prendre une patate parce qu'il fait n'importe quoi. En taekwondo, moi, j'arrivais quand même. J'ai pris des coups, j'ai pris des KO et tout, mais déjà, j'en ai mis plus que j'en ai pris en taekwondo. Et puis, j'arrivais quand même à m'épargner relativement. C'est très bizarre comme sport. Ça shootait, tu pouvais vraiment te péter le bras ou quoi. Mais à côté de ça, il y avait quand même une. C'était assez safe. Si tu voulais t'abîmer, t'allais au feu forcément. C'est qui cherche trouve quoi. Mais par contre, je trouve que c'était quand même une discipline qui préservait quand même dans sa forme sportive l'intégrité physique des combattants. Et moi, tout le monde a été au JJB et au MMA, et moi, ça ne me branchait pas du tout. Pendant pas mal de temps, j'ai fait un peu d'anglaise, mais en fait, c'est les entraînements que je trouvais durs. C'est même pas de prendre des patates, c'est vraiment les entraînements. Je ressortais, je pouvais pas travailler, enfin, j'étais KO pendant 3 jours, donc c'était pas jouable. Et puis, je pense que j'en avais marre de prendre des coups. Et il y a 3-4 ans, je me suis dit, je suis devenu papa, je me suis dit, ok, je vais quand même donner à mon fils l'image d'un homme fort, d'un guerrier qui assume, qui travaille, qui fait vivre sa famille, qui est en forme, tu vois, pas un mec qui est avachi à boire des bières. Enfin, j'essaye en tout cas. Et en fait, non, en fait, sur ça, je fais des grosses périodes sans et des périodes où un peu plus détente, mais ouais, je fais gaffe à l'hygiène de vie quand même. Déjà, quand t'es papa tard, t'as envie d'accompagner ton enfant longtemps, tu vois. Donc voilà. Mais non, surtout, je me suis mis au sambo, même si là, ça fait Là, je reprends mes light parce que j'ai eu un problème de dos, mais je trouve ça vraiment super cool. Et j'ai commencé surtout grâce à un mec qui s'appelle David Errand, qui malheureusement est décédé en novembre dernier, qui était vraiment un type exceptionnel, extraordinaire au sens étymologique. C'est-à-dire que c'était vraiment un mec avec un cœur gros comme ça, militaire, flic, champion du monde de sambo, enseignant. C'était un mec, vraiment, sa disparition m'a beaucoup affecté et a affecté beaucoup tous les gens du club. Et les 2 ans où j'ai côtoyé, il m'a vraiment redonné un peu de goût à la discipline, parce qu'en fait, tu penses qu'avec l'âge, tu perds, mais non, en fait, c'est un muscle, ça se retravaille. C'est dur de s'y remettre, mais c'est quand même, tu peux quand même bien t'y remettre et travailler ça. Il faut juste avoir la volonté, un peu de discipline. Alors, c'est pas facile, tu as la vie de famille, tu as le travail, tu as les obligations, mais prendre le temps quand même de s'entretenir, parce qu'on vieillit quand même. Plus tu vieillis en fait, si tu te laisses aller. Et plus c'est dur de rattraper la machine. Voilà. En tout cas, la discipline, tu es obligé de l'avoir de partout. Et toi, du coup, tu as commencé avec les arts martiaux et tu dessinais quand tu étais petit ou tu...
Pour moi, en fait, c'est ce que je dis toujours, ça a toujours fait partie d'un grand tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire que même quand je faisais pas vraiment de sport de combat, on faisait du roller, il y avait des bagarres. Je me rappelle, on faisait du frisbee sur le champ de Mars, parce que le champ de Mars avait une autre tête qu'aujourd'hui. Paris était beaucoup plus dépeuplé. Ça devait être sympa. C'était mortel. C'était mortel, quoi. Mais je- écoute, moi j'en parle des fois avec ma chère maman et elle me dit c'était peut-être pas mieux avant, mais c'est pas mieux maintenant. Et je pense que vraiment il y a cette notion de oui, il y a des trucs super maintenant et des trucs pires maintenant. Il y avait des trucs mieux avant, il y avait des trucs pires à l'époque. Donc voilà, il y a peut-être aujourd'hui un climat d'agressivité et de violence qui, à mon avis, est pénible pour tout le monde. Ouais, clairement. Et ça, titre perso, je pense que ça vient d'un manque d'ordre et de sécurité, Ouais. mais je peux me tromper. Moi, mon métier, c'est de faire des histoires et de dessiner, c'est pas de trouver des solutions politiques à ça, tu vois. Ouais, on n'en est pas encore là. Ouais, Mais, on n'en sera pas là. non, en tout cas. Et donc, quand tu parles de faire des histoires, Ouais. ça, par exemple, c'est une des histoires. J'espère qu'on trouvera le focus. Ouais, Mais extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc quand même. il y a, Est-ce il y a qu'on un peut léger dire truc de ressemblance, ouais. que En fait. c'est une autobiographie ou rien à voir, parce que tu parles de l'Italie et tu as aussi une partie d'Italie. Ouais, tout à fait. Donc ouais, si tu as envie, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce que c'est, ton parcours? Déjà, on a compris que c'était bagarre, dessin, roller. Ouais, en fait, ouais, bah, pour conclure sur ça, c'est vrai que c'était l'explosion du graffiti. Donc, nous, on allait dans les terrains vagues, on regardait les graphes de mode tout, Ouais. on traversait Paris. Moi, je viens d'un quartier hyper bourgeois. Donc, c'est vrai qu'il y avait un truc super aussi à s'encanailler, tu vois, à aller dans les terrains vagues. Alors, au début, à Mouton du Vernet. Et puis, petit, le terrain vague de la Chapelle, moi, j'ai pas connu. Mais il y avait Cardinal Lemoine, Mouton du Vernet, il y avait les sous-sols des Halles, il y avait plein de choses, quoi, tu vois, quai de la Gare où il y Alors, avait je suis pas de Paris, mais c'est quoi du coup tout ça? tout ça, C'est c'était des endroits, bars. c'était des spots, en fait, où il y avait des terrains vagues ou des immeubles en démolition ou quoi, où les graffeurs venaient et graffaient. Donc, en fait, c'était vraiment un truc de bouche à oreille, de la même façon qu'on parlait des mixtapes de Radio Nova, etc. Quand tu réécoutes aujourd'hui, c'est un peu naze, tu vois, des trucs de rap, c'est genre, je suis dégoûté parce que la société, tu vois, c'est vraiment, c'est un niveau rédaction de quatrième. Mais par contre, il y avait quand même un truc qui se passait. Déjà, on ne parlait pas de hip-hop à l'époque, on parlait du mouvement. Ok. Et voilà, il y avait les mecs du mouvement, donc il y avait ceux qui étaient un peu Faf, Skin, etc., Oi. Il y avait les rockers. Et bah, moi, j'étais partagé entre un truc de minet du 16e, 7e, où j'écoutais les Doors et Bob Marley en fumant des pétards, tout ça. Mais il y avait aussi ce truc hyper hip-hop qui prenait, vu que moi, je passais tous mes étés en Californie, que j'étais bilingue, bah, c'est vrai que je comprenais un peu mieux les paroles. Et il y avait tout ce qui était KRS-One, Two Live Crew, Naughty by Nature, Criminal Minded, des groupes de hip-hop qui nous animaient vraiment. Et c'est vrai que quand le graffiti a déferlé sur Paris, ça a été un gros truc culturel. Donc il y a eu cette culture urbaine, même si j'ai horreur de ce mot, parce que maintenant, enfin tu vois, moi je déteste le street art par exemple. Ouais. Je trouve que, non, il y a un mec qui a fait un archi, enfin, quand c'est pas une Tu construction. veux cracher sur qui, dis-nous? Non, non, mais je trouve que tu vois, bon, il y a des constructions moches, mais c'est cool s'il n'y a pas un tag dégueulasse parce qu'il y a un mec qui s'est pris pour un artiste. Maintenant, il faut voir Il y en a aussi partout, ouais. les mouvements quand ils apparaissent. Et c'est vrai que des mouvements quand ils apparaissent, par exemple, le hip-hop, c'était assez cool. Je sais que chaque fois que je prends les trains, tu vois, par exemple, je pense à un graffeur qui s'appelle Mars, qui est décédé, qui était un pote de pote, et, ou Sean, ou des gens comme ça. Pareil, Sean qui est décédé l'année dernière. Quand je vois leurs graphes, tu sais, je me dis, ouais, il reste cette marque 2, et puis c'est aussi, tu sais, quand tu arrives sur les lignes de RER, tout ça. Donc, on a toujours regardé les blases, des noms et tout. Donc, ça, il y avait un côté qui était quand même assez kiffant. Puis, on était jeunes. Quand t'es jeune et con, t'es jeune et tu t'éclates. Ouais. Hein. Mais il y avait quand même une forme artistique qui était intéressante. Après, je t'avoue qu'en termes de dessin, ça m'a sensibilisé au lettrage, ça m'a sensibilisé aussi, pardon, au travail notamment d'un auteur de BD qui s'appelle Vaughan Baudet, qui est assez peu connu, mais qui est une référence dans le mouvement graffiti, parce que c'est lui qui a mis au point tous ces lettrages qui viennent de l'art du lettering, tu vois, le fait de dessiner les lettres. C'est ce que font sur les barbershops, les mecs à la peinture et tout, donc c'est quand même un taf d'artisanat à part entière. Et en fait, où j'en étais, et ouais, un mec comme Vaughan Baudet, par exemple, c'est lui qui a fait ce qu'on appelle les flop letters ou les bubble letters, c'est comme lui qui a mis ça au point. Et au moment du début du graffiti, on peut voir ça notamment dans un livre qui s'appelle Subway Art d'Henri Chalfant,
en fait, ça vient de quelque part. Les mecs, ils n'ont pas créé leur lettrage de nulle part. Ils ont été chercher dans la BD underground américaine des années 60 et tout. Donc quand je te dis que tout a toujours été lié, tout a toujours un peu été lié, et c'est aussi ce que je fais dans mon taf. Je lis aussi bien l'autobio que le melting pot des références ciné que je peux avoir, ou BD, etc. Parce que je vois sur ton Insta, il y a plein de fois où tu regardes les films, tu nous partages ça. Ouais. Il est pas mal, t'as pris un projecteur du coup chez toi? Alors, en C'est, fait, ça fait une dizaine d'années que c'est un peu, tu vois, voilà, quoi. C'est-à-dire je dépense plus grand-chose pour moi parce que, voilà, il y a les impératifs, la vie de famille, etc. Donc, je vais moins mettre des thunes dans des fringues, de la culture, des artbooks de malade. Par contre, le truc sur lequel je transige pas, c'est que moi, je veux une bonne qualité de cinéma. Ouais. Même si j'ai moins de temps de regarder des films, j'ai malheureusement moins de temps d'aller au cinéma. Avant, j'y allais 3 fois par semaine. Maintenant, je vais y aller une fois par an. Tu Ouais, vois. maintenant il y a de la merde aussi au cinéma. Pour trouver un bon film, C'est moins kiffant. C'est moins kiffant. c'est difficile. Mais si tu cherches, il y a des choses quand même. Et tu vois, il y a quelques années, moi, j'avais été voir Rambo au Publicis, Ouais. qui est une des meilleures salles de Paris, à côté de l'Étoile. Fauteuil en cuir. Déjà, c'est une salle qui est toujours vide. Qualité de ouf. Et c'est pas la même chose de voir ça sur un grand écran, un vrai grand écran. Après, oui, effectivement, moi, Ouais, mais j'aimerais tu trop parles d'un proche. film qui était bon il y a. Tu vois, c'est là ce qui sort maintenant. Enfin bref, sans vouloir. Oui, oui, Mais, c'est c'est compliqué de trouver des bons films, hein. c'est compliqué. Il y a des choses. Il y a des choses. Moi, j'ai deux très bons potes qui font du cinéma avec succès, le prénom, qui maîtrisent quand même, je trouve, bien la comédie. Je trouve que Ok, le Comte de Monte Cristo, ils ont assuré parce que c'était, si tu veux, c'était forcément raté de s'attaquer à un projet pareil. Et je trouve qu'ils ont réussi. Et surtout, en étant prof, j'ai vu des gosses qui se mettent à lire la version, pas simplifiée, Ouais. la version longue du Comte de Monte Cristo, parce qu'ils ont vu le film. Et le film, on en pense ce qu'on veut, mais monter un projet comme ça en France avec le cinéma tel qu'il est à l'époque où c'est Netflix qui va plutôt faire des productions au rabais à moins qu'il y ait un gros nom, etc. Les mecs, ils ont fait un travail cinématographique en termes de prod, de scénario et tout, que je trouve plutôt méga estimable et méga réussi. Bon, après, je suis peut-être pas objectif, c'est mes potes, je les Ouais, adore bien et tout, sûr. tu vois. Mais je trouve qu'il y a des choses qui se font, il y a des très bons acteurs, notamment en Italie. Et puis je pense aussi qu'il y a des trucs qui sont bien, mais qu'on s'en rend pas compte parce qu'on vieillit. Parce que On devient con. peut-être moins ouvert. Bon, bah. Moins ouvert, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais tu sais ce que t'aimes et tu sais ce que t'aimes pas aussi. Ah bah, Il y a de un ça. truc, c'est qu'à partir d'un certain âge, ouais, il y a des trucs, Tu te fais plus, t'essaies plus d'être accepté. ça t'intéresse pas et de toute machin. façon, tu as décidé que ça t'intéressait Ouais, pas. aussi. Mais tu vois, j'ai eu une surprise il y a pas longtemps, cinématographiquement. Tu sais, c'est comme il y a toujours des chansons de la honte, des trucs que Ouais. tu fais. Les Putain, c'est de la guilty merde, pleasures. mais ouais, les guilty pleasures. Et moi, vraiment, je suis pas du tout dans la vibe des gens qui font du stand-up. La musique actuelle, j'ai quand même un peu de mal et tout. Et en fait, l'autre soir, on a regardé avec mon épouse Jolie Jolie, avec Clara Luciani, qui est absolument pas quelque chose que j'ai. Je respecte, hein, ça a l'air très bien, mais ça m'intéresse pas si tu veux, quoi. Et puis en plus, dedans, il y a toute la clique un peu quotidien, tout ça, machin. Ah, ouais. Laura Felpin, tout ça. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai du mal aussi. Mais alors, par contre, le film, cinématographiquement, Il est beau. alors mec, la photo, elle est ouf. Oh. La musique, elle est bien. Après, je te dirais pas que c'est pas ouais, ça manque de giallo. Pour le coup, ça manque de. Les costumes sont ouf, la photo est ouf, la réal est ouf. Et si tu regardes ça d'un point de vue un peu pro, et même d'un point de vue, ok, on oublie nos préjugés, moi, j'ai pas tout aimé, mais j'ai pris une petite baffe quand même. Ouais. Et je me suis dit, tu vois, attention à pas devenir un pisse froid en disant, ah ben, j'ai décidé que ça c'était bien et que ça c'était pas bien. Parce qu'en fait, il faut avoir il faut garder la capacité à s'émerveiller et à kiffer en fait. Ouais. En fait, c'est toi qui décides si tu vas kiffer ou pas. Tu vois. À moins vraiment qu'il y ait un truc que, ok, vraiment t'aimes pas, ça t'horripile, tu détestes, je te dis n'importe quoi. Patrick Sébastien, tu vas peut-être pas aller dans une soirée où il y a 4 heures live, tu vois. Ouais. Bien sûr. Ouais, je comprends. Mais des fois, même tu vois, par exemple en BD, je me rends compte que moi j'ai pas mal de préjugés et chaque fois que des fois je fais un peu confiance, je suis agréablement surpris, notamment par exemple quand des fois tu dessines. Donc tu vois bien que déjà ton regard il est différent. C'est comme les mecs qui sont avec leur gros bide en train de regarder un match du UFC et qui font ah bah il aurait fallu faire ça. Les mecs qui sont dans les gradins et qui pratiquent un peu, qui déjà ont tendance à ouvrir leur gueule, et les gars qui ont déjà été sur l'air de combat. C'est pas pareil quand Ouais, t'es ça dedans, va. tu vois.
Et moi, en dessin, j'ai notamment un très bon pote qui s'appelle Vince et qui, des fois, me dit regarde ça et tout. Et je me dis c'est pas forcément mon truc. Mais je regarde et je fais ah ouais, en fait, c'est ouf, le mec, il a fait ça. J'aurais été incapable, tu vois. Ah ouais, putain, elle est trop bien la compo. Après, tu vas aimer ou pas aimer l'histoire, mais je pense qu'il faut garder, surtout dans nos métiers, mais enfin, ça fait un peu cliché de faire des parallèles sur le dessin et les arts martiaux, mais tout de même, ouais, aussi bien d'un point de vue martial, il faut rester quand même ouvert et se remettre en question. Et artistiquement aussi, je pense que c'est important. Bah, moi, je trouve pas que ce soit une connerie de faire un parallèle entre le dessin et les arts martiaux. Je vois vraiment ce truc, le dessin, comme, Il y a de comme la un sport discipline et il y a de la combat, rigueur. Hein, ouais. Ouais, et cette rigueur, elle est importante. Et même cette humilité aussi, je trouve qu'elle est bien, elle te permet d'avancer. Ouais, Tu sais, grave. Ouais. déjà de pas être un gros con. Et de. C'est le travail d'une vie, quoi. Ouais, exactement, c'est le travail d'une vie. Et c'est comme tu dis, c'est souvent le mec, le gros qui est devant sa télé, Ouais. qui critique les mecs de l'UFC. Donc ça, c'est fou parce que c'est pareil dans le dessin. Mais T'as sinon, toujours des haters, quoi, tu vois. ouais, C'est, bon, mais après. c'est incroyable. Je savais pas qu'il y en avait autant, et pourtant, je suis un tout petit T'en as, compte. toi T'en as un peu Mais j'en ai, enfin, pas plein, mais j'en ai bien un par jour, quoi. Ouais, tu seras toujours critiqué par des gens qui font pas ou qui font moins bien Bah, que toi. Hein. ouais, c'est ça. Bah, Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est un peu vrai. Après, moi, des fois, ça me touche, tu vois. Et puis, des fois, en fait, des fois, j'ai vraiment envie de leur régler leur compte parce qu'il y a quand même ce passif un peu bagarreur et tout. Et je me dis, le mec, j'aimerais bien le croisé, ouais. Non, mais le confronter, tu sais, sans forcément qu'il y ait altercation physique, parce que déjà, t'en sais rien, ça se trouve, le mec, il te fume. Ouais. Mais au moins le confronter, dire, ok, mais toi, tu fais quoi? T'as fait quoi dans ta vie? D'accord, ok. Et tu vois, par exemple, il y a des mecs, je trouve, qui des fois arrivent à faire un truc, à être champion du monde ou quoi. Mais si c'est des gros cons, ça sera jamais que des gros cons. Ouais. Tu me dis, ouais, Bobby Joe, il est champion du monde. Si c'est un gros con, ouais, Bobby Joe, c'est un gros con. Tant mieux pour lui s'il est champion du monde, mais accessoirement, c'est un gros con, tu vois. Mais... Alors que, quand même, il y a un truc où si t'es un peu cool dans la vie, si t'aides les gens, si t'essayes d'être aussi gentil que possible, humble. Après, bon, par exemple, sur les sports de combat, quand t'es sur l'air de combat, faut y aller. Faut y aller, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est normal. Mais, tu vois, par exemple, moi, je sais que j'étais trop gentil sur les aires de combat et que c'était certainement un défaut pour devenir un champion. Mais de toutes les façons, j'avais pas ce qu'il fallait pour devenir un champion. Ouais. Tu vois, et mais déjà la part psychologique, déjà elle fait un gros truc. Si t'es pas prêt à dire quand ouais, moi je suis pas prêt à allumer un mec qui est moins bon que moi pour exactement. gagner du temps et passer à le combat d'après. Et puis aussi j'étais, je pense, trop émotif. Et tu vois, moi ce que j'aimais bien, ce que vraiment j'aimais bien, c'était me taper avec mes potes au taekwondo à l'époque. On mettait plein de protections et on se tapait. Des fois c'était un peu plus appuyé, mais finalement on se blessait assez peu. Et il n'y avait jamais de hargne dans les coups. À contrario d'un combat de rue où il va y avoir un peu plus de hargne. Tu sens vraiment la différence d'agressivité, d'intensité. Je pense que le gros truc qui change, c'est l'adrénaline. Ouais. L'adrénaline et la différence de violence chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en foutent de faire du mal à un autre être humain. Et moi, par exemple, il faut vraiment m'énerver. Et même dans bagarre de rue ou quoi, j'ai toujours quand même... Des fois bêtement, parce que j'étais jeune, impétueux, ce que tu veux, j'allais me confronter à l'embrouille, mais une fois qu'il y avait la bagarre, soit à un moment tu vas en retraite parce que tu te fais fumer, soit à un moment t'arrêtes aussi le truc parce que tu vas pas tuer quelqu'un parce que vous vous aimez pas. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, c'est Gandhi, je crois, qui dit œil pour œil et le monde deviendra aveugle, quoi. C'est sans fin. Donc voilà. Mais après, je trouve que les arts martiaux, c'est une super école de vie sur plein de choses. Et surtout que ça te permet un peu de te connaître, de comprendre tes points faibles, tes points forts, et du coup tes valeurs. Et moi, les valeurs, c'est un peu... j'essaie de faire, tu vois, toujours dans le dessin, un travail donc, qui est narratif. Je fais du scénario, et je fais des scénarios de mes BD, quoi. Et j'essaie toujours de défendre un aspect un peu moral de la chose. Par contre, tu as lu dans le bouquin, le personnage, il n'est pas génial, en fait. Au début, il est un peu méchant. Moi, j'aime bien justement cette nuance et le fait qu'il y ait cette zone grise. Parce que c'est un miroir. C'est vrai, ouais. C'est un miroir. La première partie, il est dans un milieu hyper bobo, parisien, que je connais bien, mais t'es en train de devenir un con aigri. Alors peut-être que les gens qui t'agacent, ils sont agaçants ou critiquables, mais si t'es pas content, barre-toi, mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait un moment, en fait, quoi. Et puis surtout, en fait, qu'est-ce que t'aimes pas? Tu vois, c'est comme s'il y a du bruit en haut, il y a des gens qui vont faire le mec il fait les travaux, c'est pas grave.
Il y a un mec qui fait putain, il y a du bruit en haut. Mais tu vois, comment tu gères la réalité en fait. Et ça, je trouve que c'est un travail que le dessin ou le sport en général aide à appréhender parce que ça défoule, ça calme. Moi, je sais que j'aime beaucoup le dessin parce que ça m'apaise. Ouais. Tu vois, on parle beaucoup des IA. C'est bien, hein. Moi, ça m'inquiète militairement, ça m'enthousiasme médicalement. Maintenant, en termes de dessin, je voyais un reportage où les gens disaient ouais, ils ne perdent plus leur temps à dessiner. Je perds pas mon temps à dessiner, mec. Qui a Tu dit vois ça? Quel enfoiré qui a dit ça? Je crois que c'était un journaliste, je crois, sur France 2, un truc comme Ouais, ça, qui disait ouais. ah ben voilà, ils conceptualisent des décors de manga et ils perdent plus de temps à les dessiner. Après, ça dépend quand tu es en prod ou quoi, mais moi, je perds pas mon temps à dessiner. C'est mon. C'est un plaisir. C'est vraiment, c'est. Ouais, puis c'est vraiment, moi, c'est le truc qui m'évite de devenir ouf, quoi. Mm. C'est que tu t'engueules avec ta femme, que tu pètes les plombs parce qu'il y a un con à la télé, que tu viens de te faire lourder de ton taf. Et moi, je veux dire, même j'ai vécu un deuil difficile. Le dessin, c'est un exutoire, c'est un refuge, et puis c'est aussi un moment d'accalmie, en fait. Tu vois, enfin, d'accalmie et de tempête intérieure des fois, mais Moi, j'ai j'aime ça. l'impression que il y a une vraie thérapie dans le dessin. Déjà, quand tu t'y mets, que tu te perds dans cette zone, il y a un truc intemporel où Ouais. tu sais pas, enfin bref, peu importe, Ouais. t'es vraiment dedans. Et puis le fait de créer aussi. Même si tu crées des petites Bien sûr. choses et tout, Ouais, c'est ouais. tellement. Bah, l'art-thérapie, hein, de toute façon, je Bah, veux dire, justement, ouais. bien sûr. Je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a quoi, il y a quelques mois, parce qu'on m'a fait une demande pour savoir si je faisais de l'art-thérapie. Ouais. Et je connais pas du tout. Alors je sais pas, je sais pas comment tu peux faire à des gens juste dessiner, parce que il y a quand même une recherche, enfin du moins pour moi un peu technique, tu vois. J'aime bien tryhard, j'aime bien ce côté. Ouais, la Bah, morpho, les trucs. ouais, peu La importe. perce, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un côté discipline où il faut apprendre entre guillemets les gammes, quoi. Ouais. Mais Mais j'aime bien ce côté technicien, tu vois. ouais, parce que ça rassure. Mais Exact, c'est vrai. moi, enfin, je considère que je suis pas dans une poule de dessin par rapport aux gens que je côtoie. Je pense à Merwan Chaban, à Michael Sornaville, à Vince Roucher, à Dominique Bertaille, à Willy Home, tous les gens qui sont un peu ma poule de dessinateurs, Bastien Vives, etc. Ils ont un niveau en dessin, en fait, que j'atteindrai jamais, Ouais. tu vois. Mais s'il faut dessiner comme, bah, voilà, pour moi, le GOAT, c'est Blutch. S'il faut dessiner comme Blutch pour faire de la BD, bon, bah, ils vont être trois, en fait. Et puis si ce qu'ils racontent n'intéresse pas les gens, enfin, tu vois. Ouais, Et je sais juste le dessin. que, justement, quand on était dans cet atelier, des fois, on passait un peu notre temps, tu vois, à casser du sucre sur ah, t'as vu un tel, ça marche alors qu'il ne sait pas dessiner. Ouais, alors certes, et avant, ça me donnait une forme de colère parce que je me disais, ouais, c'est clair qu'il y a des trucs qui marchent alors que je suis meilleur. Mais meilleur que qui, que quoi, par rapport à quoi. Il y a Ouais. des gens qui kiffent de lire ça. Ça marche pour lui, tant mieux pour lui. Et même des gens, tu vois, dans le métier où j'estime que c'est des cons, mais tant mieux pour eux si ça marche. Et tant mieux si les gens les kiffent, en fait. En fait, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, tu vois. Donc, en fait, ça dépend de l'approche que tu as. Et surtout, j'ai capté un truc par rapport à ce que tu disais sur l'aspect technique. Euh, Moi, je suis extrêmement frustré par mon niveau en dessin. C'est vrai? Ouais, moi, je considère que je suis mauvais. Je considère que je suis nul en couleur. Mais du coup, je trouve des tactiques. Du coup, ça te force à être Ouais. intelligent. Tu vois ce que je veux dire? C'est exact. Et sur ça, on peut faire un parallèle avec les arts martiaux. C'est-à-dire que quand un mec, il est meilleur que toi, il est plus jeune, il a plus la gouache. Là, je sais Les kiffer 3 aussi. minutes, elles vont être longues. Ouais, Tu vois? clairement. Si en plus le mec, il est méchant, il va falloir aller chercher quelque chose. Soit dans ta volonté, ta hargne, le ressentiment. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Nietzsche. Hein, c'est un moteur quand même, la colère, la haine, quoi. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi des fois l'intelligence, quoi. Ok, tu vois, par exemple, moi j'ai eu énormément de retours positifs sur mes couleurs. Ben, en fait, mais moi, vu que je trouve que je suis nul en couleurs, je fais des couleurs hyper simples et je me sers vraiment en bande dessinée de la couleur comme d'un moyen narratif. Donc, camailleux de bleu si on est dans un truc nocturne, etc. Et juste des fois, je fais popper une couleur en plus comme ça. Je trouve que ça marche plus ou moins bien sur les pages. Hein. Tu fais 400 pages, il y en a des plus ou moins bien. Mais en fait, c'est ce qui fait la touch de la BD. Alors Clairement. que peut-être un mec qui est meilleur en couleur, ce qui fera la touch, c'est que ses couleurs, elles seront bien. Mais en soi, ça se démarquera moins. Et ben, il y a peut-être la même chose dans des gens chez qui j'ai pas une grosse estime pour leur
ce qu'ils Ouais, racontent ou leur Je vois niveau ce en que tu veux dessin, dire. mais en fait, ça parlera à des gens parce qu'ils se démarquent et qu'ils trouvent quelque chose qui parle à un public d'une certaine façon. Et puis aussi, alors moi, j'étais assez étonné, euh, des gens qui te disent ah, merci, c'est cool, ça m'a fait du bien et tout. Et je me dis, ouais, tu sais, on sauve pas des vies, on n'est pas des médecins. Donc, quand je vois un mec avoir le bourrichon parce qu'il fait du cinéma ou de la BD, tranquille, mec. Enfin, tu vois, Ouais. il y a des mecs qui opèrent des gamins à cœur ouvert, qui sauvent des vies. Je discutais avec il y a quelques temps là, un journaliste avec qui on est en train de devenir pote. Et en fait, il m'expliquait que lui, quand il avait 14 ans, il a sauvé un mec de la noyade. Ok. Je me dis, putain, mais mec. Et tu vois, il disait, ouais, ouais, j'ai fait ça de bien. Mais je fais, non, mec, t'as pas fait ça de bien. T'as sauvé, quand t'avais 14 ans, un daron de 40 Ouais. ans qui avait des gosses. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? La répercussion, T'as fait elle est un quand truc même de pas mal. malade. C'est-à-dire que moi, je peux faire tous les bouquins que je veux. Ça sera jamais aussi important que Ouais. ça. Néanmoins, l'art est quand même une forme de thérapie, une forme de moyen de réfléchir sur des choses. C'est un exutoire. Puis tu vois, on parlait de moi, mon parcours. C'est vrai que j'ai grandi quand même avec ma mère qui est très très cultivée, qui m'a donné accès à toute la culture du cinéma italien, etc. Moi, j'ai développé un goût pour le cinéma français. Claude Sautet, tout ça, par exemple, ça vient de moi, quoi. Mais le cinéma d'avant, des gens comme Marcel Carnet, notamment, qui est un réalisateur vraiment film noir et blanc, mais même des mecs de ta génération plus jeune pourraient essayer de s'y coller. Il y a des super films, Verneuil aussi, tu prends Mélodie en sous-sol, Les Tricheurs de Marcel Carnet, c'est des super films. Et en fait, ce qui est cool, c'est de s'éduquer à travers la culture. Et moi, c'est pas du tout l'école qui m'a éduqué. La plupart des profs que j'avais, en plus j'ai fait des boîtes à bac, enfin, ça a été une calamité ma scolarité. Je me suis vraiment éduqué et par la culture que je me suis faite et par celle à laquelle je me suis intéressé. Et aussi mes parents qui ont fait le boulot parce qu'à la maison, il y avait des bouquins de Gustave Doré, les Fables de La Fontaine, les Lettres de mon moulin. J'ai lu plein de petits trucs où il y avait des belles illustrations. Je me rappelle, il y avait une édition quand j'étais gosse d'un un bouquin qui s'appelait Un bon petit diable. C'est un chenapan, quoi, tu vois, qui fait des conneries. Et en fait, ben, il y avait diable dans le titre, donc j'avais accepté Ouais. de le lire. Mais par contre, il y avait des super illustrations en aquarelle dans le livre. Bon, bah, tout ça a participé à développer aussi un certain goût, une certaine esthétique et puis un certain goût pour la culture, quoi. Ouais. Le... Toi, en gros, comment, parce que tu as dit que tu avais arrêté pendant 10 ans le dessin, comment est-ce que tu t'y es remis justement parce que c'était un peu la galère, c'était compliqué ou c'est quoi Ouais, alors bon, ça prendrait c'est pas 2 heures, trop mais personnel. non, non, bien sûr, mais pour la faire assez courte. Moi, je suis en échec scolaire, c'est la cata. Vu que j'ai un grand-oncle qui dessine du côté un peu bourgeois de ma famille, on se dit, ah ben, Alexis dessine bien. Non, Alexis dessine pas bien. tiens. Ouais, il dessine pas bien. Le truc qu'il y a, c'est que dans mes potes, j'étais le seul à dessiner. Ouais. Donc dans la Du tête des coup, gens, je dessinais bien. J'étais peut-être celui qui avait une vibe artistique un peu entrepreneuriale. Ah vas-y, ce serait cool ça, vas-y je le fais, tu vois. Que ça soit repeindre le mur, faire un truc. J'avais tendance à me lancer dans des projets, des trucs. Ah les mecs, attendez, en roller, on pourrait inventer un jeu et tout. Tu vois, c'est il cool. y avait ce côté un peu, on va dire, créatif. Et donc, je me retrouve à Penningen, où ils ne me gardent pas. Déjà, quand j'arrive à Penningen, on est 100 dans l'atelier. Il paraît que c'est une bonne école, c'était du moins ou Ben alors, toutes les écoles, en fait, étaient des bonnes écoles. C'est surtout qu'elles avaient toutes leur vibe, chacune. Et qu'aujourd'hui, si tu prends chaque école, en fait, déjà, il y en a beaucoup qui sont rachetés par le groupe Galileo, pour lequel j'ai travaillé, qui est un gros groupe qui a racheté notamment l'atelier de Sèvres, Penningen, etc. Donc en fait, ils ont une politique générale, tu vois, c'est comme tu dis, bah, la politique d'entreprise de Google. ouais, clairement. Si ok. toi, ta boîte ou ton podcast, il est aspiré par Google et qu'il y a un mec qui te file 70 000 euros par an, bah, à un moment, s'il te dit, alors par contre, tu me fais 3 placements produits et en fait, non, tu fais pas des podcasts qui font une heure et demie, mais il faut que ça fasse 54 minutes, et tu vois, Ouais. en fait, tu te plies aux règles, qu'elles soient demeurées ou pas. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est l'ubérisation, c'est tout ça, c'est le monde Ouais, moderne, clairement, ça tu tu vois, peux rien, c'est comme ça, tu vois. Il y a un retour aussi sur Mais l'investissement Penningen qui est était une attendu. très bonne école et voilà. Après, il y aurait à redire, c'était dur, il y a plein de gens qui abandonnaient et tout. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, surtout, je me rappelle qu'ils avaient fait une évaluation et sur les 100, je crois que j'étais 30e ou 40e. Donc tu es là, tu fais, ah, je suis même pas dernier.
Tu vois. C'est bon. Non, c'est pas ça. Je me dis, je suis médiocre, quoi. Je suis dans la moyenne. Moi, on m'a dit que j'étais le meilleur en dessin. Mes Ouais. potes, ma famille, ma Ah, maman, toi, tu l'as mon pris comme papa. ça. Moi, j'aurais été dit, ouais, bah ça va, je suis 50e, c'est déjà pas Ah mal. non, moi, je me suis dit, c'est la cata, c'est Ah ouais. l'humiliation. Et surtout, moi, à la fin de l'année, j'ai pas été pris. Et j'ai vécu ça comme une double injustice parce que je voyais des mecs moins bons pris, alors qu'on avait dit que c'était juste. Je me retrouve à Créapol. Et en fait, Créapol, on dessinait pas. Et ça a quand même été une bonne expérience parce que j'ai capté plein de trucs, du marketing, de la communication visuelle, etc. Et à Créapol, il y a une des profs qui s'appelle Catherine Totem, qui vraiment n'est pas passée longtemps là-bas, mais qui après a vraiment créé la partie de l'atelier de Sèvres animation. Ok. Elle m'avait dit, il faut passer, tu devrais essayer de faire les gobelins. Non, c'est pas elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit, elle m'a vraiment encouragé à dessiner plus, etc. Et j'avais fait un stage. Et dans le stage, j'ai rencontré Frédéric Verviche, qui travaille dans le dessin animé, qui est auteur de BD et storyboarder, et qui, lui, il a accepté de me prendre sous son aile. Donc on a fait un stage d'1 mois, et il m'a dit, tu devrais faire les gobelins. Quand j'en ai parlé à Catherine Totem m'a dit, écoute, tu devrais essayer de faire une prépa sup au gobelin, pardon, à l'atelier de Sèvres. Et en fait, c'est comme ça que j'ai présenté les gobelins. Je les ai pas eus. Et puis tout le monde m'a rayonné parce qu'en fait, si tu veux, moi j'étais le mec quand même qui disait à tout le monde, parce que je n'avais pas confiance en moi, que j'allais tout cartonner, Ouais. que je ferais du cinéma avant 30 ans, que, ok, vous êtes tous des tocards, moi je sais comment on fait. Et tu sais, en fait, tu dis ça parce que tu n'as pas confiance en toi et tu essaies de te convaincre, tout ça. Ça dépend aussi de tes bases familiales, de comment tu as été aimé quand tu as été petit. Est-ce que. Moi, j'ai pas le bac, tu vois, j'ai raté le bac 2 fois à 9,77, mec. Tu vois. Mais j'ai fait ma scolarité avec 0 de moyenne en espagnol parce qu'à l'époque, il n'y avait pas italien, alors que je parlais italien quand j'étais petit. Tu vois, il y a des trucs où j'ai pas eu de chance et il y a des trucs où j'ai eu de la chance. Et j'ai eu de la chance dans mes rencontres. Pareil dans les arts martiaux. Tu vois, j'ai pas poussé la porte de n'importe quel club. Dans le club dans lequel j'ai été, qui était à l'époque géré par Uri Strandsman, il était entraîneur de l'équipe de France à l'époque. Il m'a permis de m'entraîner à l'INSEP, même si j'ai été un peu par piston. J'ai quand même fait une saison à l'INSEP comme sparring partner. Mais j'ai rencontré Goma, j'ai rencontré Richard, j'ai rencontré ces gars-là. J'ai rencontré des gens comme Jérémy Jarry et David Lake, qui étaient vraiment des frères de guerre avec qui on s'est entraîné, mais on passait beaucoup de temps à ça. Et donc voilà, la scolarité était très problématique. Et à un moment, j'ai dit, ok, je me paye une année d'études à l'atelier de Sèvres et je tente les gobelins. Et bon, quelqu'un de ma famille, je ne vais pas dire qui parce que c'est pas cool, m'avait dit un truc pas cool. Elle m'avait dit, ouais, tu n'y arriveras pas. Quand c'est facile, tu n'y arrives pas. Et là, tu essaies le truc le plus dur. Tu te prends pour qui, toi, pour y arriver? Ouais. Ouais. Et en fait, ça a été un bon moteur. Maintenant, je te dirais la vérité, le concours des Gobelins, à l'époque, on était 2000. C'était pas comme maintenant une école privée, qui est toujours très sélective. Hein. Mais à l'époque, c'était vraiment une école que tu pouvais faire sans bac, qui coûtait 6000 francs par an si tu n'étais pas boursier, c'est-à-dire 1500 € à peu près. Quoi. Non, ouais, maintenant c'est fou. Je crois que la prépa, elle est à 9000 balles, juste la ouais, prépa mais parce que pour les c'est gobelins. devenu des écoles privées, en Ouais. fait. Quoi. Tu vois, c'est des boîtes à fric. Ouais, Aussi professionnels, tout ce que tu veux. Moi, quand je vois ce qu'ils font, je suis incapable de faire ce que font les élèves des Gobelins, tu vois. Donc, après, il y a gros profils qui sortent des gobelins. oui, des gros profils, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'ils vont raconter avec ça? Est-ce qu'en fait, ils vont faire les effets spéciaux sur la dernière merde que va pondre Pixar ou tu vois? Non, mais Non, tu vois, la question, c'est ça. Je Après, voilà, dans le délire de ne pas faire le pisse-froid, j'ai vu les Tortues Ninja en 3D, là. ouais, j'ai pas regardé, j'ai du mal à Eh ben, c'est bien. intéresser, ouais. Eh ben, c'est bien, c'est hyper bien. Il y a notamment un mec qui s'appelle Julien, alors, j'espère que j'écorche pas son nom, Perron, qui fait du storyboard là-dessus, qui est un diplômé des Gobelins, qui a dû sortir il y a une dizaine d'années, qui est plutôt ta génération. Ouais. Franchement, les boards et tout, tu vois ce qu'il C'est un tape. monstre. Ouais. Après, c'est pas que le dessin, c'est-à-dire que tu vois, toi, tu vois ça de l'aspect technique Non, mais du il y a dessin, aussi mais le storytelling qu'il y a derrière. on fait quoi compo du et dessin? tout, ouais, Tu veux clairement. faire de la couleur, de la réal? Est-ce que tu as des histoires à raconter? Ouais, Est-ce que bien tu as des sûr. comptes à régler avec, j'en sais rien, ton histoire familiale, ton parcours, un sujet politique ou quoi? Qu'est-ce que tu fais du dessin? Qu'est-ce que tu fais de ton œuvre? Et en fait, donc voilà, donc pour essayer de conclure, excuse-moi, j'ai tendance à digresser, Non, mais t'inquiète. étonnamment, contre toute attente, en fait, j'ai les Gobelins. Voilà. C'était un bon moment, ça. Ouais, tu C'était m'étonnes. cool. Bah, on était 2000. Est-ce que tu es allé voir la personne de ta famille avec le reçu? Ouais. Ça, Ouais, c'est bah la oui, petite vengeance. évidemment.
La revanche, Ouais, c'est la pas revanche, pareil. la revanche. Tu C'est te vrai. venges des gens qui Ouais. vraiment t'ont fait du mal. La revanche, c'est quand t'as peut-être. C'est quelqu'un qui joue beaucoup dans la Ouais. famille, donc il n'y a, y a pas de problème. Mais c'est vrai. Et puis aussi, des gens, des fois, ils te disent de la merde parce qu'ils sont maladroits ou. Souvent, c'est une inquiétude aussi. Ouais, il y a de l'inquiétude, peut-être. Enfin, tu sais, la vie est Ce n'est pas compliquée. un podcast de psychologie. Ouais, mais ouais. Non, mais la vie est compliquée, les gens sont compliqués, tu vois. J'ai aucun grief. Mais bref, je fais les gobelins et en sortant des gobelins, moi, ce que j'avais prévu dans ma tête, je travaillais à l'époque, je faisais de la direction artistique pour un groupe qui s'appelait Red Room. Et donc j'avais fait un peu de scénographie, des pochettes de disques, tout ça. Ils avaient signé chez Trema, qui était une filiale de. J'ai peur de dire une connerie, je ne sais pas si c'est Universal ou Sony. Je crois que c'est Sony, je ne suis pas sûr. Je pourrais pas te Toujours est-il, je faisais des vitrines pour le Beaujolais nouveau, etc. Mes parents m'aidaient financièrement parce que c'était un moment où on était en bon terme et tout ça. Et en fait, je mettais plein de thunes à gauche. Et donc, je me suis dit, en sortant des Gobelins, à l'époque c'était en 2 ans, je vais monter une petite boîte de prod, je vais bosser un peu, je vais monter une petite boîte de prod. Là-bas, à cette époque-là, j'avais une petite amie qui partait aux États-Unis. Moi, je voulais vraiment la suivre et franchement, j'ai fait de la merde sur toute la ligne. C'est pas. J'ai tout merdé, c'est-à-dire que j'ai claqué tout l'argent que j'ai, je voulais économiser pour T'as claqué ensuite. ça à Vegas. Non, j'ai claqué ça parce que la vie coûte cher et que Ouais. si tu suis quelqu'un sans travailler aux États-Unis, tu fais pas long feu. Et puis surtout, toi, tu tournes en rond, tu deviens trop con. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas la meilleure partie de ma vie. Et quand je suis revenu en France, j'ai essayé de travailler. Déjà, je pense que j'étais pas dans des bonnes dispositions mentales et que vraiment je ne m'adaptais pas aux productions de dessins animés, à contrario de la plupart de gens dans ma promo, même des gens qui étaient peut-être pas forcément les meilleurs, ils travaillaient en 6 mois, 1 an, 2 ans, ils devenaient Ouais. solides parce que tu es confronté au travail. Et en fait, moi, je me la coulais un peu douce, je voulais faire du taekwondo, mais j'avais une blessure au pied un peu sérieuse. Donc je me suis mis de plus en plus dans le taekwondo avec une obstination presque un peu romantique et idiote, quoi. Et en fait, dans le dessin, il n'y avait que de la frustration. Et je pense qu'en fait, avec le recul, j'étais absolument pas fait pour le milieu de l'animation. Même si c'était une bonne école de dessin, mais mon dessin s'est figé. Enfin, vraiment, plutôt que de trouver mon écriture, tu dois à chaque fois coller au style des autres. C'est pas un exercice dans lequel j'étais bon. J'étais pas bon en anime, vraiment. En storyboard, j'étais limité par mon dessin. Peut-être que j'ai pas été très courageux face à l'effort qu'il fallait fournir pour devenir vraiment solide. Donc en fait, ma carrière de dessin elle faisait ça et ma carrière de taekwondo, en tout cas mon investissement en taekwondo faisait ça. Ça me permettait aussi le taekwondo de régler mes comptes avec toutes les frustrations que j'avais dans ma vie, amoureuse, familiale, psychologique, tout ça. Donc ça a duré, je dirais bien 5-6 ans. Et un moment, après l'INSEP, surtout j'avais pris un KO à l'INSEP, du coup il m'avait viré, j'ai capté que je ne serais pas champion du monde de taekwondo, que de toute façon j'avais pas gagné ma vie là-dedans, Ouais. tu vois. Que j'avais un parcours martial à continuer. J'ai quand même continué loin, tu vois, je suis 4e dan et tout, donc j'ai quand même Un un petit diplôme bagage. Ouais. pour le coup. Mais, ouais, enfin, et à un moment, je me suis dit, ouais, à la base, je voulais vraiment faire du cinéma. Et je me rappelle que j'ouvrais ma gueule, je disais, moi, de toute façon, j'aurai un long métrage en salle avant 30 ans. Bon, voilà, c'était pas ce qu'il y a de plus malin. Pour ça, des fois, aujourd'hui, quand je vois YouTube, les trucs, je me dis, mais quelle horreur, parce que tu m'aurais filmé à l'époque, mec, je devenais un mème, quoi, tu vois, t'es vite con, Je t'es serais vite astronaute. ridicule. Ouais, c'est. Et en fait, je me suis dit, ah, écoute, la BD que j'avais un peu délaissée et pris de haut, avec tous mes potes des Gobelins qui voulaient faire de la BD, j'ai pas suivi depuis longtemps. Et là, c'est les rencontres qui ont fait un truc, notamment la rencontre avec Bastien Vives qui faisait son atelier à l'époque. Moi, c'est un atelier où je suis resté 15 ans, où il y a eu plusieurs époques dans cet atelier. Mais le début, c'était vraiment super, quoi. Parce qu'on était. Il y avait Merwan Chaban, il y avait Michael Sanlaville, Bertrand Gatignol, Dominique Bertaille. Il y a vraiment eu 4-5 ans où honnêtement, il y avait
que des gens 1000 fois meilleurs que moi, donc super pour apprendre. Et puis, moi, j'ai beaucoup galéré. J'ai fait de la BD en underground. Je faisais mes projets avec toute la liberté, mais par contre, je galérais vraiment au niveau thune. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à me remarquer. Bastien, qui a quand même beaucoup cru en moi, m'a proposé de faire un spin-off de la série Last Man. C'est quand même incroyable. Voilà, C'est beau. il y aurait des choses à raconter. Ça a été long et tout, mais vraiment, merci à Bastien et aussi à Michael Sanlaville. Et de là, en fait, on a eu en plus un Daruma d'or à la Japan Expo, je crois, un truc comme ça, meilleur manga international. Après, faut mettre le truc en contexte, un meilleur manga international pour des Français qui font un truc manga, c'était pas. Ce que je veux dire, on est quand même les plus gros consommateurs de manga, on n'est pas non plus des saucisses en manga. Ah non, on n'est pas des saucisses, non, je dis pas ça, je dis juste que c'est pas. Tu trouves que c'est pas au niveau japonais, quoi. Déjà, je connais pas assez bien. Ok. Donc je préfère pas m'exprimer. Tu vois. Et moi, les mangas que je lis, c'est beaucoup des rééditions et du patrimoine, genre Lady Snowblood, le club des divorcés de Kazuo Kamimura. Je connais pas du tout. Et ben c'est du manga 70s, c'est hyper cinéma et c'est super intéressant. C'est-à-dire que tu as Jump que tu connais. Ouais. Et en fait, dans les années 60-70, il y a eu Garo qui était en fait la réponse à Jump, où au lieu de faire du tout public, il y avait notamment Kitaro avec le dessin de Shigeru Mizuki, où vraiment là on est dans du manga un peu d'horreur, fantasmagorique. En fait, Kitaro, c'est une sorte de petit garçon qui est dans des histoires de surnaturel. Et puis il y a aussi un manga beaucoup plus social, qui parle de choses plus dures. Je crois qu'il y a Lone Wolf and the Cub, Baby Cart. Ouais. Il y a Lady Snowblood qui a inspiré Kill Bill. Il y a un manga plus adulte. Voilà. Donc, et Kazuo Kamimura. Alors, dans son œuvre, il y a des choses que j'aime plus ou moins. Mais vraiment, le club des divorcés ou Lady Snowblood, c'est vraiment un super truc. Ce passage, en fait, avec Soir de match, le spin-off de Last Man, a vraiment été un truc qui m'a fait rentrer chez des gros éditeurs, entre guillemets. Même si moi, à la base, je venais vraiment d'une BD plus underground. J'avais fait une BD qui s'appelait Bikini War, de 300 pages, vraiment avec des fautes d'orthographe que j'ai publiées moi. Vraiment, c'est bon ça. Voilà. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que le Bastien, à un moment, il m'a dit: tu vas faire quoi? Je pense que je vais faire Bikini War 2. Tu vois, j'en ai vendu 80, c'est un échec, autant. Je suis très jusqu'au boutiste, quoi. Et en fait, il m'a dit: mais ça te branche pas de faire un spin-off de Last Man? Et au début, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, Michael était chaud, Bastien aussi, Balak un peu moins, parce que je pense qu'il préfère les gens qui ont 3 millions de followers. Il est plus commercial, ou du moins. Chacun a sa vision de. Il le faut aussi, on va dire. Chacun voit les choses comme j'ai mon ressenti, chacun le sien. Moi, je sais que par exemple, j'étais pas un très bon réal dans le dessin animé, parce qu'en fait, j'étais assez gentil et qu'en fait. J'arrivais pas vraiment à être dur des fois, tu vois, si le mec il est moins bon, et en même temps moi j'étais pas non plus hyper bon, et en fait c'est vrai que les mecs qui sont en Pro League, c'est toujours des gars qui vont aller au-dessus, s'entourer de mecs au-dessus, tu vois, donc en fait les gens c'est des prises pour accéder, et moi je vois pas trop les choses comme ça, mais chacun voit les choses comme il entend. Lui, je sais même pas, il n'y a pas eu d'échange sauf à la fin, et c'était pas forcément cool, donc c'est pas à ce niveau-là, avec lui, l'expérience, elle n'a pas été ouf. Par contre, l'expérience avec Bastien, c'était mortel. Déjà, j'ai vachement appris. Michael aussi m'a beaucoup aidé. Et le bouquin, aujourd'hui encore, il a bonne presse et il continue à se vendre. Et voilà, donc c'est cool. Et d'ailleurs, ça m'a permis ensuite de faire ma première BD solo chez un gros éditeur, chez Casterman toujours, qui s'appelle Captain Death, qui a eu un bon succès critique et d'estime. Après, tu sais, les éditeurs, ils ont beaucoup d'auteurs à défendre. Ouais. Et si ça marche pas direct, ils n'ont pas le temps, quoi. C'est-à-dire que toi, tu as un éditeur, mais l'éditeur, il a 40 ou 400 auteurs, en fait. Donc si ça prend pas direct, tu vois, faut. Il passe au celui d'après, tu es obligé d'avoir. Faut s'acharner, quoi. Il va pas te payer des pleines pages dans l'eBay, parce que déjà, il perd de l'argent en t'éditant. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir. Donc, il faut comprendre la problématique de l'éditeur. Et moi, à côté, je faisais aussi un peu d'édition avec des choses des Roguro, Akasake, qui étaient vraiment
du fanzina en riso, tout ça. Où là, j'avais totale liberté, j'ai même édité la plupart de mes potes, tout ça. Et Ça veut dire quoi, tu as édité la plupart de tes potes? c'est-à-dire qu'en fait, le premier Akasake, c'est mes dessins à moi, sur donc, de l'eroguro, c'est de l'érotisme burlesque, d'horreur japonais. Hein, c'est une forme d'art. C'est du japonisme, c'est-à-dire que tout le monde parle d'appropriation culturelle, mais c'est une connerie, parce qu'en fait, il y a toujours eu du ping-pong. L'eroguro est un truc qui naît des lectures de Georges Bataille et du Marquis de Sade par des auteurs japonais, qui sont illustrés par des dessinateurs japonais, qui derrière, ça fascine des occidentaux. Il y a un ping-pong qui se fait, tu vois. Miyazaki, il était fasciné par l'Adriatique et cette partie de l'Italie, tout ça. Donc, en fait, on s'inspire, tu vois. Le truc d'appropriation culturelle, c'est un faux débat, en fait. Quoi. Mais bon, passons, quoi. C'est juste, c'est une des hystéries du moment. Mais si on prend les trucs avec du calme, non, en fait, c'est cool justement de s'intéresser à l'autre et d'avoir cette notion d'échange, etc. Dans ce cas-là, c'était pas coréen, tu fais pas de taekwondo. C'était pas brésilien, tu fais pas de jiu-jitsu brésilien. Oh, et tu manges pas de sushi. Tu manges pas de sushi, voilà, c'est ridicule. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu un autre bouquin qui s'appelait Dérive, que je devais faire chez Casterman. Et puis en fait, ils se sont un peu dédits, rien n'était signé. Donc ça a été mon entrée chez Glénat. Notamment ma rencontre avec Robin Joly. Donc il y a Dérive qui est sorti, et ensuite on a fait Possession, qui est sorti là il y a 4 ou 5 mois, qui a un bon retour. Les ventes sont timides comme souvent sur mon lectorat, mais il y a un bon retour critique, donc ça je suis assez content. Il est magnifique. Et déjà. Puis voilà, je suis assez content de ça. Et comment ça se passe du coup? Comment tu arrives à... Déjà tu prends contact, parce que toi tu avais déjà les éditeurs donc, qui sont venus par rapport à Last Man, etc. Mais en fait, comment est-ce que tu dirais le tunnel il fonctionne pour créer une BD, pour être publié par un éditeur? Tout le monde a une expérience qui lui est propre. Il y a des gens, ça va être des super dessinateurs, ils vont se faire draguer par des scénaristes. Alors je vais pas te dire que c'est bien ou pas bien, et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Où il y avait un mec qui faisait la sortie des Gobelins pour fourguer ses scénarios, je vais pas donner le nom parce que c'est pas cool. C'était un peu de la merde, tu vois. Mais ça a mis le pied à l'étrier à certains qui voulaient absolument faire de la BD. Moi, en fait, quand je faisais de la BD, je faisais ça de façon un peu underground, donc en fait, de façon un peu, entre guillemets, gratuite, non viable économiquement, c'est important. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai vécu avec les banquiers au cul quand même, quoi. Donc c'était un délire, quoi. Je bossais des fois un peu dans le dessin animé, je revenais dans la BD, tout ça. Et aujourd'hui, j'en vis. Mais je fais quand même prof à côté pour m'assurer une pérennité. C'est-à-dire que là, cette année, j'ai fait une très bonne année. Enfin, très bonne année, c'est pas non plus pour te donner des chiffres. Cette année, je fais 50 000 euros. Les années d'avant, j'étais autour de 30, 35. Tu vois, donc c'est bien, hein, mais quand tu vis en Ile-de-France avec une famille à charge, c'est pas Byzance. Et surtout, moi, il faut avoir une notion que dans l'immédiat, mes BD, elles sont à peine rentabilisées par l'éditeur. Donc en fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir des éditeurs qui me font cette confiance et cette considération sur mon travail, de continuer à m'éditer, parce que dans l'immédiat, j'ai pas de gros succès. Je pense que le seul truc qui est vraiment viable, c'est le Last Man, mais parce qu'il y avait le nom de Last Man, il y avait le nom de Bastien, il y avait le nom de Michael Sans-la-Ville, etc. De Balak aussi, qui avait une grosse communauté. Voilà. Je dirais, pour être pragmatique, imaginons que tu es un jeune, tu veux faire de la BD, déjà le premier truc à faire, c'est d'en faire. Le premier truc que tu en fais. Tu veux dire de publier, de créer une BD, tu fais tes BD. Donc déjà, tu fais tes histoires. Si tu n'as pas d'idée d'histoire parce que ça t'emmerde de raconter que tu as 13 ans et que tu joues à Minecraft, et en soi, c'est peut-être pas forcément intéressant, ou vous êtes beaucoup dans ce cas-là, encore que ça peut être un sujet, ça dépend le point de vue que tu mets dessus, tu peux aussi illustrer des textes. Tu prends des livres que tu aimes bien, tu prends des trucs, si tu es fan de super-héros, tu fais ta version de Spider-Man. Démarrer peut-être un projet avec un mec. Il faut voir déjà, est-ce que en termes de dessinateur, tu as une veine d'auteur? Aussi petit que ça soit, est-ce que déjà tu as le truc pour être auteur? Ensuite, il y a des gens, ils sont plus illustrateurs, tu vois. Il y a des gens, ils sont plus des auteurs. Moi, je vois des mecs qui dessinent 1000 fois mieux que moi, mais quand je fais de la BD, je m'emmerde. Moi, je sais
je me vois plutôt comme un mec qui raconte des histoires et qui t'amène dans un délire. Ouais. Tu vois. Clairement, bah, en tout cas, tu as vraiment ta patte. Hein. C'est vraiment ce truc-là que j'essaie de faire. Et de toute façon, je l'avais aussi, tu vois, par exemple en musique. Euh, je sais que je suis mauvais en termes, comme musicien, j'ai essayé. Vraiment, c'est pas T'as mon essayé truc. de faire de la musique? Ouais, C'est vrai? pour moi, c'était l'art ultime. Moi. Mon Ouais. trip, ça aurait été. Après, déjà, je sais pas si j'aurais préféré faire du rock ou du peura ou quoi, mais j'ai essayé de rapper, mec. C'est heureusement qu'il n'y a aucune trace. En guitare, c'est une catastrophe. C'est vraiment le contraire du rythme. Je n'ai pas le rythme, en Ouais. fait, tu vois. Et j'ai toujours eu une guitare qui traîne à la maison depuis que j'ai 14 piges. J'ai même essayé de prendre des cours et tout. Tu sais, c'est comme C'est un les arts fantasme martiaux. lointain. Ouais, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des trucs que tu aimes faire. Moi, en taekwondo, je suis court sur pattes, j'étais meilleur boxeur. Ouais. J'étais un puncher et tout, tu vois, j'étais un bon boxeur. J'étais dans le taekwondo parce que j'aimais trop ça. Et je pouvais pas faire autrement. C'est Oscar Wilde qui dit ce que tu détruiras ce que tu aimes ou ce que tu aimes te détruira. Moi, je suis plutôt dans la deuxième truc, c'est vraiment un moment, je me passionne pour un truc, c'est parti pour ça, quoi. Ouais. Avec ce côté jusqu'au boutiste, ouais, peu importe ça. Mais il y a un moment, quand tu vois, je sais pas si je lirais mes BD, mais en tout cas, j'aurai un minimum de considération. Tu vois, Ouais. Je fais comme les BD que j'aimerais lire. En musique, je suis pas capable de faire la musique que j'aimerais faire. Et puis, si tu veux, vraiment, je vis du lever au coucher avec de la musique à la maison. Mais quand tu vois que tu es tellement mauvais, quoi, que tu vois ce que je veux dire, à un moment, tu fais c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Faut Heureusement, j'aime d'autres choses. Ouais, clairement. Donc voilà, quoi. Je sais plus quelle était ta question de base. En gros, c'était la musique, c'était juste pour voir si, parce que tu aimais la musique, mais comment en fait tu fais pour rentrer dans l'édition? Tu disais qu'au début. Oui, alors je te dis, non, en fait, il faut faire voir ce que tu fais déjà. Moi, je sais qu'à partir du moment où je me remets à dessiner sérieusement, je me remets avec cette BD qui s'appelle Bikini Noir, que je commence en 2007. Je l'ai fini en 2012 parce que je l'ai fait, je dois vivre à côté, ça fait 300 pages, j'ai pas d'éditeur, je suis tout seul, je paye une place dans l'atelier de Bastien, bon après qui est pas cher parce que vraiment sa famille a vraiment été adorable et généreuse, on est dans le mécénat, hein, dans ce qu'ils ont fait sur nous, quoi, je veux dire. Donc tu te fais ton réseau, tu te fais tes amis, c'est exactement comme quand tu rentres dans les arts martiaux, bah, tu vas dans un club, tu pousses la porte, tu regardes, tu discutes avec les gens. Lui, c'est un gros con. Lui, il est cool, on peut discuter. Tu fais ton chemin, d'accord? Et à partir du moment où tu commences à faire ton chemin, tu fais voir ce que tu fais. Et puis, petit à petit, tu vas être remarqué plus ou moins vite. Hein. Moi, ça a mis du temps. Franchement, Bastien est un des premiers qui a cru en moi en termes de bande dessinée, clairement, quoi. Ouais. Moi, j'ai des très bons potes. Je pense à un notamment qui était au Gobelin avec moi. Il commence à bien aimer ce que je fais. Tu vois? Genre là, je lui ai fait voir une aquarelle il y a 4 jours, elle me fait « Ah ouais, elle est bien !» Ah, je crois qu'il ça change. Il m'a jamais dit c'est bien. Ouais, mais c'est sa sincérité. C'est-à-dire que quand il dit c'est bien, ça veut dire c'est bien. Tu vois, c'est comme en taekwondo, je te parlais de les jumeaux, les frères Kamba, un des deux, Goma. Il m'a dit 3 fois c'est bien en 20 ans. Mais quand il dit c'est bien, c'est bien. C'est que c'est bien. Il n'y a pas de. C'est pas un bien de complaisance, quoi, tu vois. Et moi, je préfère avoir ce rapport de vérité avec les gens. Et ensuite, après, ce que tu peux faire, c'est envoyer des dossiers aux éditeurs, mais ne pas attendre qu'ils te répondent. Ouais. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai récupéré les droits de Captain Death. Et je l'ai envoyé à 50 éditeurs internationaux, parce que je me suis dit, en France, c'est pas nécessaire, quoi. Ça a pas pris, quoi, tu vois. Ça a quand même vendu 2000, donc c'est pas honteux, mais c'est pas ouf. Et en fait, les éditeurs internationaux, j'ai eu soit pas de réponse, soit des réponses négatives. Maintenant, si demain tu as un grand prix à Angoulême ou un succès, on va s'intéresser à toi. Mais c'est le jeu aussi, c'est-à-dire que on peut pas rentrer dans un truc d'aigreur sur ça. C'est ok, le monde est comme ça, quoi. L'eau ça mouille, oui. C'est pas facile, quoi, tu vois. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin que d'y aller, quoi. Il faut faire des choses, il faut faire voir ton travail. Parce qu'aussi, les gens aiment bien découvrir et ils aiment bien. C'est très bizarre. Alors, surtout en France, je trouve qu'il y a un rapport qui est particulier. En France, on est ravis de voir les gens monter. Ouais. C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis vraiment mis à m'accrocher et à produire, à travailler énormément pour me former, en fait, à un métier qui est auteur de BD. Et en fait,
le fait que je postais tout sur Facebook, je me rappelle à l'époque. Et un coup, c'est pourri, c'est pas grave, demain tu refais un dessin. Tous les jours tu postes, tous les jours tu y retournes. Et en fait, tu as toujours 3 haters. Hein. Il y a toujours 3 mecs pour faire un like et 70 pour te mettre une face de merde quand quelqu'un te fait une vanne, tu vois. Tu vois une vanne méchante, elle a 70 likes et tu as 3 mecs qui aiment bien ton truc. Mais concentre-toi sur ces 3 mecs. Ouais. Les autres, c'est un peu vulgaire, mais enfin grossier, mais qui se fait enculer en fait. Parce que, en fait, si t'aimes pas, et moi, ça c'est un truc où je fais attention, essaie de toujours encourager les gens. Ouais. Déjà, tu sais pas, ça se trouve demain, le mec, ça va être un génie. Et puis, il y a des gens, tu leur dis t'es nul, j'extrapole, mais ils vont se foutre en l'air en fait. Ouais, tu vois. Ça te brise, ça fait du mal, hein, mine de rien. Moi, ça me touche encore quand je vois des mecs qui m'allument. Après, des fois, tu sais, je vais voir ce qu'ils aiment et tout, je fais. C'est souvent. Il y a une cohérence, ouais. Il y a une cohérence, tu vois, il y a une cohérence. Et puis, c'est un moteur aussi. Après, ça dépend. Tu vois, moi, je sais que, pareil, l'entraîneur à l'époque, au bout de 3 mois de taekwondo, c'est un petit dossier. Je pense que même Richard, il ne le sait pas. Le mec s'appelait Ouri. Et je lui dis, je veux faire les Îles-de-France. Je fais des taekwondo depuis 3 mois. Et les mecs, c'était des assassins. En face, tu vois ce que je veux dire. Le petit jeune là. Et le mec, il me dit, mais toi, tu te vois, toi, t'imagines, toi, faire toi la compète. Et j'étais là, mec, je suis rentré, je me rappelle, j'avais des larmes de rage dans le métro, quoi, tu vois. Et il me dit, tu sais que j'envoie aux Îles-de-France, j'envoie Richard. Tu te vois, toi, contre Richard. Et moi, à l'époque, j'avais pas notion, donc à l'époque, je me voyais contre Richard, parce que je comprenais pas ce qu'il représentait, le mec, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui est marrant, c'est que ça, je te dis ça, on est début 2002. Ouais. Et moi, je pensais que c'était juste de la baston. Mais non, c'est pas de la baston. Taekwondo, le mec, il va reculer, il va t'arracher la tête, en fait, parce qu'il travaille les coups de pied à la tête 2000 fois par semaine. C'est comme si tu prends un scooter dans la tête. Enfin, tu vois, genre, ça va. Enfin, voilà. Et donc, mais après, j'ai passé du temps à me dire, mec, je te fermerai ta gueule. Alors, j'ai fermé la gueule de personne, parce qu'à un moment, tu fais les trucs pour toi, et voilà. Mais pour la petite histoire, je sais que des années après, je pense autour de 2010, je crois que quand Richard revenait de la Réunion et qu'il avait fait du Kyokushin, je lui ai dit, j'aimerais bien me faire un round avec toi, voir ce que je vaux. Et après les cours, on avait fait un round. Il ne doit même pas s'en rappeler. Et il m'avait dit, bien. Et Richard, il n'est pas facilement bien, tu vois. Et d'ailleurs, j'avais tellement mal, mec, il m'avait cassé 3 côtes. Oh, t'avais... Ah ouais. Tu vois. Ah ouais. C'est peut-être pour ça le bien. C'est vrai, t'en casses. Hein. Ouais, après, mais tu sais, tout le monde a sa petite victoire en fait, quoi. C'est-à-dire c'est que énorme. Dans les arts martiaux, moi j'ai eu mes petites victoires. Là, j'ai 50 ans, quand je vais faire du sambo, déjà de tenir la route avec des gosses qui ont 25-30 ans qui s'entraînent tout le temps. Moi, mec, je me lève à 5 heures, je suis insomniaque, tu commences à avoir des pettes de santé, des problèmes de genoux, des problèmes de ci, des problèmes de dos. Et quand tu vas faire des rounds avec des gosses, tu vois, si tu arrives à tenir, c'est quelque part que tu n'es pas complètement nul, mais tu n'es pas Fedor. Ouais. Tu vois. Alors, voilà. Mais il y a un Fedor. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils n'ont pas le droit d'exister, comme je te disais en dessin. Donc après, peut-être aussi que je suis pour vachement encourager les gens, que ça soit à faire des abdos, à dessiner, à faire du piano, n'importe quoi. En fait, je pense qu'il faut, dès que les gens ils veulent faire un truc, c'est mieux que de regarder la télé. À chaque fois, ces gens qui essaient justement de te rabaisser. Plus tu essaies de t'extirper, de faire un truc de mieux en mieux, et plus il y a une résistance qui est de plus en plus forte. Ouais, je pense qu'il y a de la jalousie, je pense qu'il y a aussi cette espèce de mal moderne de l'impunité, t'es caché derrière ton petit pseudo et tu crois que... voilà, après... J'arrive pas à me rappeler, moi, si j'ai déjà fait un peu des trucs pas cool. Des trucs pas cool, j'en ai fait assez cool. mais je veux dire... rabaisser des gens comme ça qui essaient que tu connais pas. Ou quoi, que tu connais pas. Alors, j'ai pas mémoire. Mais je pense que si on fait mon gros historique internet, il y a 2-3 trucs où je me dirais... de coups de rage. C'est pas... Après, moi, j'ai toujours eu ce truc de 3 contre 1, c'est pas bien. Ouais, tu vois, j'ai jamais été sur le phénomène de meute. Mais par contre, tout seul dans ma casse-bas, il y a bien moyen qu'à un moment. Il y a un petit tweet qui est dérapé. Ouais, mais je sais qu'à un moment, je pétais vraiment les plombs sur ce qui était politique, Hidalgo, Paris et tout, parce que les gens ne captent pas. Mais moi, j'ai vécu ici, tu vois. Donc, j'ai vu ma ville changer.
au profit de mecs des fois qui sont Après, nés, ça, c'est différent. C'est des gens qui ont une influence. Je veux dire, nous, on n'a pas vraiment Ouais, bien d'influence sûr. sur la vie des gens. Mais à un moment, Enfin, à part tu vois, je en sais bien, que je sais qu'il y avait une meuf d'un club de taekwondo où je m'entraînais. Elle me dit ah ouais, mais parce que t'es un facho, t'es un pauvre mec qui se perd dans une droite à la limite de l'extrême. Tu vas te faire foutre, meuf, tu me connais pas. C'est même pas mes idées, je vais pas me justifier devant toi, je t'emmerde en fait, tu vois. Par contre, le truc que je m'étais dit, chaque fois que je vois quelqu'un, il me fait ah ouais, bah toi t'aimes pas Hidalgo. Bah non, j'aime pas Hidalgo, mais toi tu l'aimes bien Hidalgo parce que toi tu trouves que c'est cool. Ok, mortel. C'est quoi, il y a. Je voyais la scène là, ça coûte 1,4 milliard. Ouais, bah ouais. Ok, Ouais. 1,4 milliard. Ils ont eu 80 000 visiteurs. C'est bien, ça fait 1750 euros par tête de pipe qui va se plonger là-dedans. Et il y a j'ai vu Dont 10 malades. J'ai vu un mec poster un truc super. Ils disent aucun cas de dermatologie n'a été déclaré jusqu'ici. Ouais, t'as essayé de prendre un rendez-vous chez un dermato, c'est 2035, mec, tu vois. Donc en fait, si tu as une méchanceté, des fois un peu de fiel à sortir, dis-toi que Twitter le sortira pour toi. Et peut-être des fois avec plus d'humour et plus de talent que toi. Donc va pas t'avilir avec les trucs et essaie de rester en dehors de ça. En plus, je vais te dire, moi, si quelqu'un adore Hidalgo et qu'il achète Possession, j'ai pas envie qu'il n'achète pas Possession parce que j'aime pas Hidalgo, tu vois. Donc en fait, à un moment, moi, je suis complètement sorti de tout ça. Surtout que, tu vois, on a une époque où tu penses pas comme quelqu'un. C'est compliqué. Tu menaces de mort, quoi. Ouais. Enfin, waouh. Enfin, tu vois. T'es report, t'es machin, t'es insulté. Ouais, toute ta famille, donc tu rentres pas dans ça. Je sais que moi, au début, j'ai répondu des fois des détracteurs sur Captain Death notamment. Je me rappelle d'un mec qui avait fait un blog et qui avait fait un article, s'il te plaît, mais il me défonçait, quoi. Il me défonçait, le mec. Et je me rappelle encore, le mec s'appelait Binge. Et donc moi je fais un truc mais hyper sarcastique où il dit Benjamin, déjà je suis vraiment navré que la BD ne nous ait pas plu, mais je suis resté hyper poli et tout. Mais j'ai quand même perdu du temps et de l'énergie à ça, tu vois. Et d'ailleurs le mec, ce qui est étonnant, c'est qu'il m'avait répondu. Il t'avait dit quoi? C'est-à-dire qu'il y a un mec sur le forum, moi je sais pas comment ça fonctionne les forums, je suis pas inscrit sur les forums. Donc il y a un mec qui lui a répondu, qui dit tiens, sur son Facebook, le Batchi t'a répondu. Donc en fait le mec il m'a écrit un message en privé, il m'a dit vraiment si tu veux je supprime. Je pensais pas que ça t'affectait et tout. Ça m'affecte pas, mec. Mais j'ai quand même passé 7 ans de ma vie. Non, mais c'est pas ça. Mais si tu fais une BD, tu fais de ton mieux, théoriquement. Ouais, la plupart des auteurs, il y en a peut-être qui font ça se torchant le cul, le dessin et tout. Ouais, tu mets de toi, mais même des fois, des gens qui sont hyper mauvais en dessin, ça se trouve, c'est le maximum qu'il a pu faire. Ouais, concrètement, souvent, c'est le cas. Ouais. Après, je pense que t'as le droit de penser des trucs, d'attaquer les gens systématiquement. Ouais, je sais pas. J'ai peut-être fait à une époque, mais je sais pas. Ouais. Je me rends pas compte. Mais ouais, maintenant, j'essaie de pas répondre et de m'en foutre. Mais je préfère qu'on me dise qu'il y a une bonne critique. Là, il y a eu un article sur Télérama sur Possession. Et c'est 3 sur 5. Et je me dis, merde, 4 sur 5, ça changeait tout. Ouais. Mais 3 sur 5, c'est mieux que 2. Tu vois, et on voit toujours le truc, c'est pas assez, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et le mec, il fait un article qui est plutôt cool et il dit, ouais, c'est foutraque, c'est riche, c'est original, un peu bâclé. Un peu bâclé ? Ouais, et je me dis, ah mec, non, c'est pas bâclé. Et donc, je m'arrête sur le mot bâclé. Et je m'arrête sur ce mot-là, et j'ai un pote, il m'a dit, ok, donc le gars, il te fait 5 compliments, il donne à un moment 4 adjectifs pour définir ton truc, et tu t'arrêtes sur le truc qui est pas... et en fait, tu vois, on fait trop attention à ça. C'est vexant aussi, je comprends. Mais ouais, mais on fait trop attention au regard des autres et tout, parce que moi, les BD, en fait, chaque fois que je fais une BD, je me dis, mec, j'ai la chance de faire des BD. Là, chez Glénat, là, j'ai signé un contrat chez les nouveaux éditeurs. D'eux-mêmes, je fais même du scénario, en fait, pour des mecs qui sont 10 fois meilleurs que moi en dessin, qui ont 10 fois plus de code que moi. Et en fait, c'est pas un dû. T'as la chance de faire une BD, mec. C'est un truc quand même de faire un bouquin, tu vois. Il y a 15 ans, tu pourrais être une usine, ouais, et puis même il y a 15 ans, j'aurais rêvé d'avoir... tu vois, on parlait du podcast. Il y a 15 ans, je peux te dire que personne ne me calculait. Mais quand je te dis personne, c'est personne. Walou, rien, nib, quoi. Aujourd'hui, ben, c'est cool, mais tu vois, j'essaye autant que faire se peut d'honorer les invitations, que ça soit un petit blog qui me demande de répondre à un mail avec quelques questions. Ça prend du temps, c'est du temps où je ne travaille pas, c'est du temps où je ne suis pas avec ma famille, c'est sûr, mais j'essaye quand même de faire le taf parce que c'est quand même une marque de considération que font les gens.
Et puis aussi, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, et je ne sais pas si on dure longtemps ou pas, mais si on devait clôturer, moi je voudrais vraiment dire un truc, c'est on m'a beaucoup aidé. Ouais. Que ce soit dans les arts martiaux, dans le dessin, dans la vie, il y a toujours des ordures, il y a toujours de l'adversité. Mais on m'a beaucoup aidé. Donc, c'est cool d'aider en retour. Ouais, clairement. Et tu vois, là, j'ai été prof aux ateliers de Sèvres à la Virtual Factory, une école de jeux vidéo. Ça s'arrête avec les ateliers de Sèvres pour plein de raisons et on va dire des différences philosophiques, pédagogiques et peut-être politiques et pas Plein de super, raisons. plein de raisons avec une des directrices. Mais avec les élèves, je sais que moi j'ai donné vraiment de mon meilleur. Et moi, même quand je donne des cours de taekwondo, j'aime pas ça être prof. Et quand tu es prof, que tu aimes ça ou pas, c'est pas la question. En face, tu as un mec, il n'est pas là pour savoir si tu rends service à Goma, si tu es payé, pas payé ou quoi, machin. Et quand j'étais prof en fait à l'atelier de Sèvres, j'avais déjà aidé des fois des jeunes dessinateurs parce que par des potes, ouais, genre les fils de tes potes ou quoi, machin, quand on te demande des conseils, tu les donnes. Ben, moi, on m'a bien aidé. Je me rappelle notamment Catherine Totem, de qui je parlais tout à l'heure, elle m'avait donné le numéro de téléphone d'un mec en illustration qui s'appelle Rémi Malingret. Je crois qu'à l'époque, il faisait des illustrations pour Libération. Et donc, c'était un dessin un peu style Harakiri, truc machin, tout ça. Et en fait, il m'avait donné son numéro. Et je me dis, le mec, quand j'y repense, hein, il y a peut-être 25 ans, je l'ai appelé un soir. Donc le mec, il doit être avec sa meuf en famille, enfin, tu vois il est plus âgé, il a 35 ans. Censément, il y a 25 ans, quand tu avais 35 ans, tu avais soit une vie de famille, soit tu es en train de bosser, tu t'es occupé. Pardon, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est Catherine Denel, hein, j'aimerais avoir quelques conseils. Et le mec, il a pris une plombe au téléphone pour me parler et être cool. Mais tu sais, d'où c'est un dû. C'est trop cool, tu vois. Et en fait, des occasions comme ça, que ce soit martialement ou quoi, il y a plein de gens qui m'ont aidé. Je me rappelle en taekwondo, un jour j'arrive, il n'y avait pas cours. Et il y a un autre mec qui était là qui s'appelle Imad, qui a été champion du Maroc 10 années consécutives, qui avait fait les championnats du monde, etc. Et on ne se connaissait pas. On s'entraînait ensemble, on était cool, on se checkait, mais je veux dire, on ne se parlait pas beaucoup. Et le mec, je dis, ouais, j'ai pas les clés, on n'a pas les PAO, on n'a pas les raquettes, on n'a rien, on est juste avec nos doboks comme ça. Il m'a dit, viens, on va bosser les déplacements. Tu sais, je me dis, bah, elle est gentille la vis, on va pas faire des déplacements pendant 1h30, tu vois, ça va être relou. Mec, c'était mortel. Mortel. Le mec, il m'a fait voir des déplacements. Le mec est un international. Ouais. Je suis un troisième couteau, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'était super. Et le mec, il s'est entraîné, il y a trouvé son compte. Et moi, je me suis entraîné. Et surtout, moi, j'ai une autre vision de, mec, tu sais quoi, pense pas que tu sais, sois ouvert à tout ça. Donc, et je pense aussi qu'il y a le truc, j'ai un élève de l'atelier de Sèvres de l'année dernière avec qui je suis en contact encore. Et il me dit, ouais, merci mentor. Je suis un mec, il n'y a pas de mentor. Il y a juste tout le monde qui aide tout le monde. Et en fait, je lui dis, de toute façon, tu bosses à fond, tu deviens meilleur que moi et tu m'aideras en retour. Tu vois. Et il me dit, ouais, mais qui va m'aider moi? Et je lui dis, le délire, c'est que tout le monde aide tout le monde en fait. Quoi. Tout le monde t'aidera et tout le monde s'aidera. Et c'est hyper utopique, je dis ça, mais parce qu'en fait, il vaut mieux développer cette vibe que de développer une vibe. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Et ce truc-là, il est vraiment. Et par contre, il est très présent dans les arts martiaux. Enfin, moi, j'ai l'impression. Surtout en JJB, j'ai l'impression. Ouais, JJB, j'ai l'impression que c'est ouf la mentalité. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une partie, c'est quand même un truc aussi de surfeur ou je sais pas, mais en tout cas, le JJB, le fait que Richard nous mette en contact comme ça. Ah ouais, le truc de partage, il est important, bien sûr. C'est hallucinant. Et moi, il y a plein de gens. Il y a un mec là qui m'a. D'ailleurs. Je montrerai sa BD tout à l'heure, mais pareil, un mec qui faisait du JB aussi, qui fait des BD machin, on a connecté, mais il faut qu'on parle aussi, Richard, il fait sa marque qui s'appelle Daron Solide. Ah, mais non, avec bien. Les Solides, putain, il le dit tout le temps, Les Solides. Et donc voilà. Et c'est une marque de quoi? De kimono, de t-shirts en fait, ça commence avec des t-shirts et tout, donc ceux qui aiment la filade, ceux qui aiment le taekwondo, c'est plutôt un truc de justement le fait de d'être papa et de vouloir être fort pour protéger ses enfants et pour être un bon modèle, un truc un peu samouraï on va dire quoi, tu vois, dans le délire. Donc il y a sa marque et il y a son club de taekwondo avec Laura. Ah bah top. Putain, il aurait dû nous envoyer des t-shirts mercredi. Ah ouais.
Ouais, c'est. Et je voulais juste revenir. Non, attends, sur l'édition, donc comme ça on clôture rapido sur l'édition. Tu dirais de faire ta BD déjà aussi, parce que toi, de ce que l'expérience que tu as eue, c'est il y a eu pas mal de réseaux, donc des gens qui ont voulu t'aider et tout aussi. Donc se positionner dans les bons cercles. Et ensuite, c'est quoi comment ça se passe une fois que tu es avec un éditeur? Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Il y a des éditeurs qui vont être sur ton dos, qui vont te faire chier à tort ou à raison. Il y a ceux qui, au contraire, vont être un peu démissionnaires et ils ont lu l'histoire en diagonale, ils disent c'est bon et ils vont même pas la relire après. Moi, par exemple, Robin, là, sur Possession, on a dû refaire 10 lectures une fois que le bouquin était fini, retoucher chaque virgule et tout. C'est beaucoup 10 lectures? Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. 400 pages, t'imagines. Ouais, ça... Ça fait un petit moment quand même, quoi, ouais, tu vois. surtout quand tu l'as fait et tout, tu commences à te dire. Ouais, mais à un moment, et même après, quand le lettreur nous a fait des retours, on a un mec qui était hyper compétent. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais il est trop fort, le mec. Et des fois, il fait attention, là, 2 pages avant, t'as l'imparfait au début du dialogue, et après, t'es au présent. Et c'est con, c'est un métier. Moi, je lui fais confiance. Il y avait une scène où, tu sais, il se retrouve nez à nez avec sa belle-mère, machin. Et en fait, moi, j'avais joué sur un truc où il disait belle maman, attends, belle maman. Et en fait, Robin, il m'a dit, mais ça marche pas du tout, en fait. Moi, je suis pas du tout du genre à m'entêter. Si lui trouve que ça marche pas, il y a plein de gens qui vont trouver que ça marche pas. Donc, on a fait un truc, mais beaucoup moins comique à mon sens, tout simple et anodin, mais qui au moins n'est pas nul. Ouais. Tu vois. Donc, moi, je sais que je suis assez preneur de tout ce qui va dans le. Alors, je dis pas oui à tout. Il faut que je trouve qu'il a raison. Mais disons que quand j'ai un doute, ouais, je fais beaucoup confiance et je travaille vraiment en confiance. Et là, pareil, avec les nouveaux éditeurs. On a un projet, alors c'est un peu confidentiel, je ne peux pas trop en parler, mais bon voilà, avec un dessinateur qui est assez connu, etc., pour qui j'ai fait un scénario, j'ai fait storyboard, et en fait on voyait ça vraiment en noir et blanc, avec peut-être une bichromie à un moment ou quoi. Ça c'était la vision qu'on avait chez un des 2 éditeurs, et on a signé avec un autre éditeur qui a dit non, moi les recherches à l'aquarelle, elles butent, j'aimerais qu'on fasse ça. Et donc on est parti là-dessus, et au début moi je t'avoue que je me suis dit, ok mon pote est chaud, l'éditeur est chaud, l'autre éditeur est chaud. Si tout le on monde est est chaud, 4, ouais. tu vois, ne nous refroidissons pas. Suivons le mood dans lequel ils sont. Et en fait, là, en voyant ce que devient le projet, ça aurait fait 2 livres vraiment différents, tu vois. En fait, c'est eux qui avaient raison. Ils ont proposé un truc qu'en fait, je trouve beaucoup plus pertinent et mieux. Après, ça aurait fait 2 choses différentes, tu vois. Mais il faut pas mal faire confiance et se reposer aussi sur la compétence des gens. Ouais. Est-ce que en gros, ça veut dire que les mecs qui sont en édition, parce que moi, de l'extérieur, la vision que j'ai, c'est évidemment, écoute, on va faire ça, il faut que ça serve à un certain marché, etc. C'est une vision, ouais. C'est une vision, ouais, bien sûr. Ok, mais aussi, donc du coup, là, j'ai Pas l'impression de que c'est des bénévolat, mecs les qui mecs, sont... ils sont ouais, rapporter de l'argent. Ouais. Après, il y a des auteurs, moi par exemple, on sait que je suis un auteur dans l'immédiat. On dit pudiquement confidentiel. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que Tu en fais, devenir, l'homme de l'ombre. en devenir, c'est un peu. Non, mais je pense déjà qu'il faut savoir appréhender le succès et tu vois par exemple pour pas exploser en vol. Et c'est cool de pas percer trop vite, de mettre un peu plus de temps pour t'installer. Il y a un adage qui dit le temps ne respecte rien de ce qui se fait sans lui. Si tu mets 15 ans à t'installer, quand tu seras installé, tu seras installé. Si tu exposes vite, tu exploses vite. Ouais. Et ça, c'est un truc vraiment qui s'est vérifié plein de fois. Et ensuite, après, moi, les éditeurs, tu vois, il y a un mec, lui je le cite, il s'appelle Didier Borg, qui est l'ancien éditeur de Casterman. Quand il avait vu ma première BD Bikini War, il m'avait dit, mec, abandonne, t'es pas fait pour faire de la BD. Ouais. Et il a tout fait pour qu'on ne signe pas avec Bastien, c'était le premier éditeur de la semaine, ouais, bien sûr. Ouais. Et après, il y a eu un changement éditorial, il y a Benoît Mouchard qui est arrivé, et Vincent Petit et Basile Bégry qui ont été ceux qui m'ont suivi sur Captain Death et sur Last Man. J'adorerais recroiser Didier Borg pour lui dire mais après je lui dirais quoi, nique ta mère. Tu vois, je lui dire nique ta mère, il s'en fout lui, tu sais, il m'a oublié. Hein. Lui c'est juste en passant il a regardé mes bouquins comme ça. Il disait, non, ça ouais non en fait t'es nul, t'es qu'une merde machin parce que
Peut-être qu'ils m'auraient regardé si j'avais été une meuf avec un petit boule ou si j'avais été un génie du dessin. Mais je suis même pas sûr que ce mec-là avait la compétence de reconnaître un génie du Ouais. dessin. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, mais après tu projettes. Moi, je projette mon ressentiment. Ça se trouve, le mec, il était cool, juste il accrochait pas sur ce que Ouais, bien je sûr. faisais, il Ça avait se pas de trouve, manière. aujourd'hui, il adorerait. Ouais, je sais pas, je pense pas, je crois que le mec il est dans le webtoon et que c'est des Ouais. hommes d'affaires. C'est-à-dire que le problème en BD, c'est que tu as des mecs qui vendent, ils vendent des BD comme ils vendent des bagnoles, tu vois, mais il en faut des vendeurs, quoi. Ouais, Moi, quoi, j'ai essayé ouais. l'auto-édition, j'ai toujours fait ça à perte, tu vois. Il faut quand même gagner, je veux Ouais, faut dire, manger, quoi. il faut manger, quoi, tu vois. Moi, si tu me dis, viens, on fait une BD de 5 ans, j'ai pas le temps, mec, Ouais. j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, là, pour le webtoon, qu'est-ce que t'en penses du webtoon? Alors, moi, c'est pas ma génération, mais. Moi non plus, je me sens déjà assez vieux, mais le Écoute, moi j'aime pas lire, en scrollant. en scrollant, mais il y en a plein qui font ça. Et je te dirais que, oui, je te disais, moi j'avais un lien avec Marseille il y a une dizaine d'années où j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et je me rappelle que sur mon iPad, je bossais déjà un peu sur iPad, mais surtout j'avais téléchargé toutes les guerres secrètes que j'avais plus en speedé Ouais. et tout. Les guerres secrètes, c'était un crossover de Marvel où tous les super-héros rencontraient tous les super-vilains. Et c'était trop bien, enfin, tu vois, quand t'étais gosse. Mais je l'avais pas relu depuis que j'avais 10 ans. Et là, j'avais donc 34, 35 ans. Et quand même, le train, c'est relou, quoi. Ouais, donc Voilà. du coup. Et en fait, donc, pardon, T'inquiète. et donc, j'avais tout relu sur iPad parce que j'ai importé tous les fichiers, je faisais des défilés comme ça. Je j'ai pas vraiment d'avis. Je, je pense que les gens ils se cultivent sur le support qu'ils veulent. Après, moi j'aime bien les livres parce que j'aime bien la main du Ouais, livre, j'aime bien. le physique. Ouais, tu vois, je veux dire, j'ai plein de photos, des vraies photos, elles sont dans des boîtes à chaussures et tout. Mais il y avait plein de photos qui étaient sur des disques durs. Un jour ça se paume, quoi. Ouais. C'est pas pareil le physique, tu vois. Mais peut-être que c'est la réflexion d'un mec qui va avoir 50 ans aussi. Ouais, aussi. Après, qui est pas né là-dedans, du moins, qui voulut pas Ouais. le faire du jour. Mais je suis vraiment intéressé parce que bah, déjà, ce que ça devient le webtoon. J'ai l'impression qu'il y a des trucs de webtoon qui pop de partout maintenant. Je pense Et- que ça peut être rémunérateur aussi, tu vois. Donc c'est pas pareil de faire ta BD, d'être rémunéré et puis aller sur Webtoon et puis après éventuellement t'en imprimes 5000 Mais exemplaires je pour. vois les trucs de webtoon un peu comme. Enfin, j'ai rien contre Plus belle la vie, mais ce genre de truc, tu vois, du truc quotidien où c'est du volume plus que de la Ouais. qualité. Après, Alors je vois pourquoi tu dis ça et je te dirais que ça c'est pareil, c'est un a priori. Et moi j'ai eu beaucoup d'a priori. Ouais, Et en général mes a priori, il y a toujours un moment où ils se sont fracassés contre la réalité ou une nouvelle œuvre où je fais ah ouais je voyais ça comme ça et en fait tu regardes les blogs BD, c'est un truc qui a complètement disparu. Et moi j'avais fait un blog BD qui s'appelait Professeur Horreur parce que en fait bah, moi je faisais Bikini War mais j'étais tout seul et je voyais que à l'époque dans l'atelier il y avait Marion Montaigne, il y avait Bastien qui faisait des blogs et qu'ils avaient une sorte de répondant avec une communauté. ouais. Et moi aujourd'hui tu me dis faire une communauté, ça je fais mec, aucune envie. Influenceur, mais j'ai envie d'influencer personne et j'ai pas envie qu'on m'influence, tu Ouais. vois. Mais je te dis encore une fois, je suis un mec qui est né en 76. Je suis pas dans. Enfin, tu vois, le. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que. Après, c'est cool hein, de faire des podcasts, de partager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec toi. Après, si c'est vu, Ouais, clairement. est-ce que les gens ils vont penser que je suis un bouffon ou un mec cool, j'en sais rien. Si ça donne un peu d'inspiration à des gens, c'est cool. Mais influencer. À quel moment tu as envie d'influencer les gens? Je pense quand même, mine de rien, tu as une influence parce que quand tu donnes les cours et tout, parce que tu peux donner une influence positive, tu vois, tu peux inspirer Ouais, les gens. mais t'es d'accord que quand même, Mais c'est après, c'est pas l'idée qui se fait. Je veux diffère, dire, les ouais. gens qui te suivent, c'est des gens qui t'envient, qui veulent te ressembler, que tu influences. Ouais, Eh mec, vote ça, fais ça. Oh, mais c'est pas, tu vois, c'est ouais, pas. c'est ça la différence. Après, c'est. Moi, je trouve ça un peu flippant, je t'avouerai, parce que dans ce cas-là, c'est que les gens, ils sont manipulables. Attends, on est tous influençables, on est tous manipulables, mais il faut raison garder et qu'il y ait une mesure raisonnable. C'est pas le cas. Ouais. Donc voilà, après, je trouvais ça cool, tu vois, l'idée de ces blogs BD et tout. Mais par exemple, moi, je faisais des blagues un peu border, tranchant. Et genre, il y a 2-3 posts où j'avais fait des trucs un peu sur les racailles. Putain, j'avais été repris par des blogs, genre, tu vois, limite, trucs un peu d'extrême droite et tout.
Mais ça m'aurait dérangé pareil, ça avait été d'extrême Ouais. gauche, tu vois. Mais c'est Bah, pas ma vibe en fait. on s'approprie un peu ton dialogue, quoi. Et ouais, et t'es hors contexte, et le Ouais. truc était repris par un gars, tu fais. Ah, tu sais, il y a une scène de C'est des film. trucs, ça peut vite déraper, ça. Bah ouais, ça peut vite Quand déraper. t'essaies Mais d'en vivre et tout, ouais, ça. ben. Surtout aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui, déjà, je fais plus gaffe à ce que je dis. Et aussi, je fais. Déjà, j'ai pas une super image. J'ai pas une image woke, tu vois. C'est une des raisons pour lesquelles je Ouais. dégage de l'atelier de Sèvres. Voilà. Bah, dans le monde de l'art, c'est quand même très woke. Ah ouais. Après, le problème, c'est est-ce que tu peux dire ce que tu penses? Est-ce que ce que tu penses est un délit? Ouais. Ouais, c'est. Tu vois, on est en France, liberté. Avant égalité, fraternité, il y a liberté, mec. Tu vois, il n'y a pas vraiment de liberté. Parce que si tu dis un truc qui est trop clivant, mais c'est un suicide social, tu vois. Et ça pose des questions. Après, je t'avoue que moi, en plus, dans ce que je pense, j'ai pas l'impression de penser des trucs hyper trash ou je sais pas à me justifier. Moi, je vis assez en paix avec moi. J'ai des potes des deux bords politiques et tout. Bon voilà, je trouve juste que c'est une époque qui va dans le sens de l'hystérie en fait, et que en ça, voilà. Et moi en fait, en tant qu'auteur de BD, ce qui est intéressant, c'est pas est-ce que je crois en Dieu ou pas, c'est pas est-ce que je vote à gauche ou à droite. Ce qui est intéressant, c'est une forme de regard que je pose sur la réalité, voilà, que je traduis dans mes BD où je défends une certaine morale. Euh, qui est fluctuante aussi, parce que tu vois, l'histoire, c'est un personnage qui, au début, il devient un peu con, il est dans un milieu qui ne lui va pas, il se barre, il va évoluer, il va faire un travail sur lui, il va se révéler pendant une aventure. Bon, bah. Est-ce qu'avec la BD, ou quand tu l'as écrit, ça t'aide aussi à trouver ta place? Tu te questionnes sur ta vie, est-ce que tu es au bon Ouais, endroit il y a un petit et tout? côté thérapie, Ouais. ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a un petit côté thérapie, c'est un bon exutoire. Après, c'est très. Ouais, ça dépend de. Ça dépend des sujets. Sur ça, je fais un parallèle et je parle du deuil de mon père. Je me mets des photos hyper perso. Donc ça me permet de. Moi, mon papa a été assassiné, personne n'en a rien eu à foutre, par sa dernière femme qui est pénalement irresponsable. J'ai été condamné à verser des dommages et intérêts à l'assassin de mon père, si tu veux. Et elle a hérité de presque, je crois, un truc genre 750 000 euros en tout. Tu vois, Ouais. sans payer d'impôts. Ouais, Moi, ce que ouais, j'ai hérité, loterie, je me quoi. suis fait éclater par Ouais. les impôts et tout est parti en procès, en truc, en machin. Donc tu peux quand même un peu avoir les nerfs. Et surtout, on a oublié de dire qui était mon père, qui s'appelait Marc Leveillé. Bah, là-dedans, tu vois, lui, c'était Marc Leveillé. Lui, c'était un papa chambé. Ouais. Et je l'aimais comme ça, en fait. Donc c'est un peu aussi une déclaration d'amour à mon père, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, et puis je pense que, bon, là, il y a vraiment un peu d'autobio. Mais même quand, là, tu vois, en ce moment, je travaille sur un péplum, où il y a du cul, de la violence et tout. Et le péplum, je fais une tragédie. Ouais. Donc vraiment comme Racine, Corneille, tout ça, tu vois, la guerre de Troie n'aura pas lieu, Andromaque, Phèdre et tout. Dans la tragédie, il y a un truc qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de morale, tu vois. C'est la C'est la raison sur la fatalité, passion et la passion sur la raison. C'est ok, je te dis n'importe quoi, t'es fou amoureux de la femme de ton frère, et qui l'emporte, Ouais. la raison ou la passion. C'est la dualité de la tragédie. Et en fait, c'est assez marrant d'ailleurs parce que, enfin, tu vois, moi je suis vu comme un auteur, voilà quoi, c'est les gros bonhommes, la bagarre, les meufs sexy et tout, mais en fait, moi je me considère un peu comme un intello. Même si je lis plus de BD, je regarde plus de films que je lis de livres, je lis aussi des bouquins. Et depuis que je suis enfant, hein, depuis que j'ai 13-14 ans, les tragédies, je trouve ça ouf en fait, quoi. Ouais. Ouais, je t'avoue, pareil, je pense que j'aurais pas été bon à ça, mais les auteurs de théâtre, même quand c'est un peu mal joué, tu vois, ceux qui font moi régner sur une nation quand je ne peux régner sur ma raison. Enfin, je trouve ça trop puissant, quoi. Je me dis, waouh, le drame intérieur, la tempête romantique et tout, je trouve ça trop fort. Donc là, je fais ce péplum que j'ai la chance d'avoir signé avec les nouveaux éditeurs. Et en fait, on est. Je dis à la personne avec qui je travaille, ça va pas trop loin. Il me fait non mec, vas-y, fais du bachi. Et d'ailleurs j'ai de la chance parce que Robin,
Je lui avais dit, écoute mec, Dérive, c'est pas très bien vendu, on a eu un petit succès d'estime, mais c'est quand même passé un peu inconnu. Là, le pitch du polar, il plaît à tout le monde. Est-ce que je te fais un polar de 120 pages et j'essaie de faire un truc un peu mainstream, ou est-ce que je te fais du bachi pur jus et tout? Et il me dit, non, vas-y, je bosse avec toi, tu me fais du bachi en fait. Un peu genre, t'es une caricature de toi, mais t'es ta marque, ta propre marque, entre guillemets, tu vois. Je me dis, la confiance qu'il faut, la chance que j'ai d'avoir des gens qui me font confiance comme ça, tu vois. C'est Sachant vrai. que c'est comme si je te fais, hey, mec, on va tout planter, hein, mais on y va. Mec, avec ton... tu sais, il y a un côté, on est Thelma et Louise, mec, hein, on se tient la main, et vas-y. Allez, Tu vois, falaise. falaise, quoi, tu vois. Et en fait, ça, c'est quand même pas rien. Et donc, là, sur le truc du péplum, bah, je règle un peu mes comptes, tu vois, avec le dernier avocat que j'ai eu qui s'est comporté comme une énorme merde. Tout. Et il y a deux, trois trucs quand même. Je peux pas le mec aller lui mettre deux coups de boule, tu vois. Mais quand même. Et tu peux le régler en dessin. Donc oui, il y a un côté thérapie, il y a un côté exutoire. Après, il faut quand même que ça soit, il faut que ça soit un petit piment dans le plat. Il faut pas que ça. Ouais, que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je Si c'est comprends. trop salé, c'est immangeable, quoi. Ouais. Tu vois. Donc il faut pas charger le truc. Mais ouais, la prochaine BD sur laquelle je travaille vraiment moi en perso, elle est assez violente. Tant dans la forme, c'est du péplum, il y a des morts, des trucs, des infanticides, des trucs, enfin pas des infanticides, des Ouais. parricides. Ok. Tu vois, il y a des trucs durs, quoi. Mais à côté j'ose espérer, et je pense qu'il y a un propos qui donc me permet ouais, de raconter un truc qui me tient à cœur et d'être un gros défouloir. Ouais. Donc ouais, je prends toujours des sujets. Je peux même pas te dire d'où ils viennent, en fait. Ça naît toujours d'un melting pot entre une histoire qui m'arrive, un truc que j'ai remarqué, une œuvre qui m'a plu. Il y a une sorte de fermentation et à un moment, il y a un truc qui sort, quoi. C'est cool. Est-ce que tu as le fait d'écrire, bah, comme tu disais, parce qu'il y a le truc vachement personnel et tout, est-ce que ça t'a déjà orienté sur une décision de vie ou des choses comme ça? Ou, tu sais, sur des Non, tournants la importants? décision de vie qu'il y a eu, c'est que il y a 2 ans, tous les projets qui devaient se signer, pardon, ne se sont pas signés tout de suite. Et à un moment, je me disais, ok, là Une décision à prendre? non, j'ai un bout de chou et on vit comment, quoi, tu vois. Et pour te dire, je me suis dit, bah, la BD, ça continue, il va falloir arrêter, en fait. Et surtout, je trouvais pas de taf, j'avais pas envie de retourner bosser dans le dessin animé parce que je pense que je suis plutôt obsolète, que c'est pas forcément mes compétences. Faut voir, quoi. Mais en tout cas, je sentais pas. Et en fait, la question financière était d'arrêter pour te dire, vu que je galérais, j'ai essayé plein de taf, plein de recherches d'emploi et tout. Et à un moment, il n'y a rien qui venait. Donc j'ai même postulé pour être caissier au Picard au bout de ma rue. Ouais, ouais. Pour faire bouffer mon fils, quoi, tu vois. Donc, ouais, en ce sens, il y a des décisions de vie qui influent sur ma passion. Et le fait que si demain tu me dis, alors là je suis booké pour l'année qui vient, mais si demain tu me dis, ouais, 2027, il faut adapter Maupassant en noir et blanc avec tel style et tout, si vraiment j'ai rien à côté, je risque de faire ça comme un travail de mercenaire. Ouais. C'est quelque chose que je pourrais envisager. Donc, mais non, après, ça n'a pas de. Non, c'est plutôt les réflexions que je me pose. Et ça, c'est pas plus le dessin que les. Moi, je suis quelqu'un, je doute tout le temps, je réfléchis tout le temps, je me remets en question tout le temps. Il y a plein de moments dans ma vie où je trouve que j'étais un connard fini, j'aimerais demander pardon, j'aimerais refaire différemment. Donc, ouais, j'ai un rapport à ça. Qui fait que ouais, il y a 2, 3 personnes dans ma vie, j'aimerais les croiser. Faire ton mea culpa. Ouais, faire mon mea culpa. Après, il y en a avec qui j'aimerais ne pas faire de mea culpa et bien leur dire ce que je pense d'eux. Mais bon, voilà, travaillons sur Sur les bonnes choses. les bonnes choses, quoi, voilà. Non, si là où ça influe, c'est par exemple, tu vois, en sambo, si j'arrivais à bien me remettre en forme, là, j'aimerais bien recombattre. Ouais. Et vu que C'est sympa ça. j'ai de la frustration. Enfin, j'en ai plus, mais j'en ai eu longtemps de ne pas avoir fait ce que je pouvais peut-être faire en taekwondo, qui était peut-être rien d'ailleurs, tu vois. Je me dis, ouais, ensemble, j'aimerais bien faire un match, tu sais, sans public, sans rien, comme dans Rocky 3, quoi. Ça va être sympa. Tu sais, genre juste, t'y vas, quoi.
Et si ça se faisait, ben, il y a quand même des risques en termes de Ouais. les combats de sambo Là, sont t'en quand même remettre très maintenant, rustiques. ça va être plus compliqué. Et tu vois, je me suis déjà cassé la main comme un débile. Donc voilà. Alexis, on va juste Bien sûr. clôturer sur comment ça s'appelle, sur Junji Ito parce que j'ai oublié. Oui, bien sûr. J'ai Ouais, cours ouais. qui commence dans 10 minutes. T'as quoi? J'ai Oui, bien sûr. Vas-y, sur Junji Ito. Pose les questions. Non, bah, c'était en gros, du coup, la dernière fois, donc là, tout à l'heure, on parlait de l'humilité et tout, d'aider les gens, Ouais. des retours, des bons et des très bons. Et tu as montré, du coup, tu as fait une rencontre avec Junji Ito, qui t'a montré la BD. Raconte-nous un peu comment c'était. Alors ça, c'est grâce à Sullivan Rouault, qui était sur Paris. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on se voit? Il me dit, écoute mec, je suis avec Sensei Junji Ito et je suis sous l'eau, je suis aucun problème. En fait, il me rappelle après, il me dit, est-ce que tu veux passer dîner avec nous? Donc on n'a pas dîné parce que Junji voulait se reposer. Il a fait une grosse tournée pendant 15 jours. Mais donc ouais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Bah, c'est les boss, ils sont toujours d'une gentillesse. Il a regardé le livre presque page par page. Il y a tout un protocole très japonais. Ce qui était cool aussi, c'est que pendant la rencontre, j'ai rencontré Jean-Pierre Dionnet, à qui je dois moins pour Métal Hurlant. J'en ai lu, mais c'est pas le truc qui m'a fait. J'étais plus quelqu'un qui lisait un magazine qui s'appelait USA Comics. Mais par contre, Dionnet, il animait un truc qui s'appelait Cinéma de quartier sur Canal+, avec plein de vieux films de la Hammer, des films d'horreur, etc. Donc je lui dois beaucoup là-dessus. Il y avait aussi Olivier Ledroit, qui est un super dessinateur, vraiment d'une gentillesse et d'une simplicité. Vraiment, mec hyper cool et hyper... cool est peut-être pas le mot, mais très sincère. Donc ça a été un super moment. Et la rencontre avec Junji Ito et le dîner avec ses éditeurs et l'agent de ses éditeurs a été extrêmement intéressante parce qu'évidemment, il y a toute une façon de... l'industrie du manga n'est pas la même en France. Enfin, tu vois, en France, il y a l'industrie de la BD, Ouais. l'industrie du manga qui représente presque 80% du marché. Et ça fonctionne différemment encore au Japon. Mais non, c'était très très intéressant. Et puis surtout, c'est un privilège de rencontrer quelqu'un comme Junji Ito. J'apprécie beaucoup son travail. Tu vois, j'ai connu un peu sur le tard. Moi, j'ai connu grâce au travail de Sullivan avec Mangetsu. Mais forcément, tu vois que c'est un maître dans ce qu'il fait. Et c'est un monsieur d'une gentillesse extrême qui s'intéresse quand tu lui fais voir un truc. Alors, tu vois, il pourrait en avoir rien à foutre. Ouais. Non, ouais, c'était super cool. Et puis, ce qui est marrant, c'est que c'est l'idole de peut-être pas 50%, mais au moins 30% de mes élèves. Beaucoup de monde, ouais. Tu vois, c'est une idole, quoi. Donc, alors moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas lui mon idole en dessin, tu vois. Mais par contre, quand je l'ai rencontré, j'ai quand même senti je pense que il y a des gens qui sont unis par une dévotion et un amour de leur discipline et de leur art. Et quand tu les rencontres, alors évidemment, encore plus avec tout le respect que j'ai pour lui et la connaissance de son travail, etc., tu sens que tu parles un peu la même langue, même s'il y a une interprète qui s'appelle Miyako, qui est aussi quelqu'un de top et d'hyper pertinent, qui fait beaucoup de traductions de manga, et tu sens que on était dans un hall d'hôtel et les gens qui étaient là sont dévoués à l'amour de la BD, du manga, de leur métier. C'est extrêmement enrichissant, motivant. Et après, moi, je voulais pas l'emmerder avec une énième dédicace. Je te laisse tout, faire un tout selfie. ça. Déjà, j'ai amené des cadeaux, je ne savais pas si ça se faisait ou pas. Mais donc, j'ai ramené les tomes de Akasake. Il me restait que 2 paquets parce qu'en fait, j'en ai plus, tu vois. Et c'est hyper collector maintenant. Donc, je vais vous faire les Akasake. Donc, Jean-Pierre Dionnet, ça l'a intéressé parce que c'était très underground. Donc, c'est la vibe de Métal Hurlant. Et les éditeurs de Junji Ito, ils étaient aussi intrigués, tu vois. Je dirais pas fascinés ou je sais pas s'ils trouvent que c'est bien ou pas. Et Junji Ito, quand il a regardé Possession, il m'a dit un truc. Il m'a dit, je n'ai jamais rien vu de tel. Et j'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait, tu sais, c'est pas c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, bah en tout cas. C'est je n'ai jamais rien vu de tel. Et j'ai trouvé ça assez cool comme mot sur le truc. Et ça m'a rappelé aussi à un moment
j'avais rencontré un mec d'une bande des Black Dragons, tout ça, qui donnait des cours de taekwondo. J'y vais avec Goma et il me dit mais toi tu veux combattre? Et je fais ouais. Il m'a dit faut t'entraîner. Ça dit ce que ça veut dire. Ça veut pas dire t'es bon ou t'es pas bon, c'est pas la question. C'est-à-dire c'est possible si tu t'entraînes. Si t'es bon ou pas bon, on verra après. On verra après. Et j'aime bien cette franchise, ce truc qui sont, tu sais, c'est des phrases. C'est mieux que c'est bien en fait. Ouais. Ou c'est mieux que c'est pas bien. Parce que c'est bien, tu te dis, oh, bah, ça va, je suis sur la bonne route, tranquille. C'est un compliment, mais ça va peut-être te desservir. On te dit, c'est pas bien, ça peut te casser, mais tu peux te dire, ah ouais, c'est pas bien, c'est ce qu'on va voir. Je n'ai jamais vu de tel, je trouve ça marrant parce que c'est un mot. Déjà, ça paraît authentique. Ouais, et, c'est ça une paraît certaine sincère. Ouais, ça paraît très sincère. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est. Mec, c'est Junji Ito, je sais pas combien de livres il a vendu, et surtout, ça fait 10 ans qu'il devient de plus en plus une institution, une sorte de légende vivante, quoi. Je te dis, dans mes élèves, il y en a beaucoup qui lui vouent un culte. Un culte, quoi. Tu vois, ça dit ce que ça veut dire. À part qu'il est aussi mainstream, parce qu'ils vont beaucoup. Moi, j'ai vu des mecs avec des petits succès avoir des bourrichons comme ça, tu vois. Et lui, il regarde le livre comme ça, et ça se voit qu'il s'intéresse. Et là, tu te dis, putain, mais pourtant, qu'est-ce qu'il en a à foutre, en fait? Et maintenant, en fait, il garde une curiosité et une gentillesse, et c'est extrêmement... J'étais très touché de cette rencontre, et vraiment, merci à Sullivan de m'avoir permis de rencontrer le sensei, parce que c'était un super moment, et puis c'était aussi l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Dionnet, qui est quand même lui aussi une légende vivante, et Olivier Ledroit, qui est aussi une institution avec les Chroniques de la Lune Noire. Donc ouais, c'est marrant. C'est marrant d'être sur la même photo que ces mecs-là. Tu dis le gamin que j'étais à 14 ans, ou même il y a 15 ans quand personne ne me calculait, il y a un petit accomplissement, un petit achievement, Ouais, c'est clairement. cool, tu vois. Après, tu sais, c'est juste un contexte qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est pas non plus. Par contre, voilà, c'est-à-dire que tu peux être sur la même photo que Jean-Claude Van Damme ou Junji Ito et tout, c'est un contexte et tout machin, mais la façon dont ça s'est passé était extrêmement enveloppante et cool, et puis c'est marrant de te dire qu'il fait ces mangas-là alors qu'il est d'une gentillesse crème, mais de toute façon, pour moi, la vraie puissance, c'est la gentillesse absolue, quoi. C'est vraiment le truc. Faut être cool, quoi, tu vois. Ouais. Donner de soi, être gentil, Ouais. loyal, je pense que Ouais. c'est important aussi. Et puis voilà. Bah écoute, on va s'arrêter là. si Merci c'est bon de pour toi. l'invitation. Bah merci Parfait, à toi, surtout merci. Alexis. J'ai beaucoup parlé, hein, n'hésite pas à couper. Hein. Je me Non, formaliserai t'inquiète, pas. on va tout mettre. On va tout mettre. Faut cut, quoi. En tout cas, possession. Toujours en vente chez Glénat, dans toutes les bonnes librairies ou sur les plateformes, Place des libraires, etc. Évidemment sur les autres aussi, mais voilà, n'hésitez pas à faire vivre vos libraires, histoire qu'il reste des librairies. Et les bons artistes. Et Merci bientôt, beaucoup. du coup, un péplum qui arrive. Un péplum, il y a Mars, il y a une BD où je suis au scénario, il y a plein de choses qui arrivent, et le péplum devra arriver à fin 2026, début 2027. Super. Instagram, je suppose, Alexis Bacci. Ouais, c'est ça. Facile. BA2CI. De toute façon, je vais te taguer Voilà. dans le truc. N'hésite puis, pas, tu me tagues autant que tu veux. Et puis bon courage à toi pour les cours. Merci Et, beaucoup. Voilà, Et puis, j'espère qu'on se refera ça. avec grand plaisir. Ciao tout le monde. Bonne Os. journée.